aujourd'hui, avec plusieurs scénaristes qui nous font l'honneur d'être présents. Allez-y, je vous en prie. Donc déjà assis, Fabien Wellman. Oh mais oui, c'est moi. C'est toi. Alors nous n'avons que 2 micros, je tiens à le dire. Ah bon. Wilfried Lupano, dans l'ordre des personnes qui s'assoient. Véro Cazot, Olivier Boquet et Valérie Mangin. Alors, nous avons un modérateur qui est retenu pour ses obligations à la Ligue des auteurs professionnels, Denis Bajram. Donc j'espère qu'une fois que le repas avec les officiels sera terminé, il pourra nous rejoindre. Et en attendant, ça va être vraiment open mic, comme on dit. Donc on va vous laisser dérouler sur le métier de scénariste actuellement. Voilà. J'ai quelques thématiques si vous voulez que je vous relance sur certaines questions. Mais sinon, je vous laisse le micro et vous pouvez parler autant que vous voulez jusqu'à 16h30. Je vais vous donner des badges. Et à 16h30, nous allons enchaîner sur une AG d'auteurs et d'autrices de bande dessinée ici, avec tous les auteurs, les autrices qui vont bien venir et les orgas aussi qui seront là. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être là. La masterclass est jusqu'à 16h30. Voilà. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Allez, je vous donne les micros. À vous de jouer. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous écouter. Donc on se présente, on commence par ça. Hein, voilà. Donc je suis Wilfried Lupano, puisque j'ai le micro. Voilà. Je suis malade. Je reviens de Chine. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça fait à peu près une 60aine d'albums. Voilà. Et je passe le micro à ma camarade. Alors bonjour à tous, je suis Valérie Mangin, je suis scénariste de bande dessinée également depuis une 20aine d'années. J'ai dû faire à peu près autant d'albums que toi, surtout de l'historique ou de la science-fiction. Souvent aussi du 46 pages couleur classique, on va dire. Bonjour, je suis Fabien Wellman, ça fait une 20aine d'années que je fais ce métier. Ça fait vraiment une belle brochette de vieux que vous avez devant vous. J'ai fait plus d'albums que vous et de meilleure qualité, donc si vous avez des questions un peu plus pointues, je suis là pour ça. Après, pour la partie, c'est quoi une case, où est-ce qu'est la fin de la case, de la page, je vous laisserai en parler. Non, j'ai repris Spirou, donc je fais partie des sociotraîtres qui font, pour rester propre, voilà. J'écris dans tous les genres, du tout public, c'est avec ça que je gagne ma vie, plutôt du familial, mais aussi des trucs pour adultes à côté. Donc tous les types de narration m'intéressent. J'ai un micro. Bonjour, moi je suis Véro Cazot, je fais de la bande dessinée depuis 9 ans et je n'ai que 5 albums à mon actif pour l'instant. Alors par rapport aux autres, vraiment c'est un peu la honte. Alors j'en ai écrit entre-temps, mais voilà, ils ne sont pas encore sortis. Il faudra que je trouve les secrets de mes collègues pour trouver des dessinateurs toujours au bon moment. Et... Ça, c'est un secret de fabrication. Là. Et voilà, je viens de sortir une nouvelle bande dessinée qui sera en avant-première à Angoulême à partir de 16h30 tout à l'heure sur le stand du Puy. Voilà. Et qui s'appelle C'est honteux de faire ça. Et qui s'appelle Olive. C'est une série. Et moi, je suis Olivier Boquet. Ça fait 7 ans que je fais de la BD et j'ai fait une dizaine d'albums, je crois. Ou peut-être un tout petit peu plus, et j'écris pour la jeunesse et j'écris pour les adultes, mais j'écris pas de pornographie. Voilà. On va pas rentrer dans ces considérations. Contrairement à d'autres. Bien. Merci. Merci. Juste, j'aimerais bien identifier un peu. Vous êtes étudiante en dessin. En gros, qu'est-ce que vous attendez de la masterclass? Est-ce que vous avez des attentes spécifiques sur la narration bande dessinée, sur la narration en général? Vous vouliez juste écouter gratos un truc et avoir un café derrière, c'est ça? On peut discuter de choses personnelles, du coup, ça vous dérangera pas. Wilfried, alors ça s'est passé comment la vasectomie C'est une épreuve. Et j'ai découvert que ça ne changeait absolument pas ta vie sexuelle. C'est intéressant, ça. C'est une idée reçue qu'il faut battre en brèche. C'est quand même assez dingue. Oui. Bon, alors sur quoi on part? Ouais, je sais pas. Allez. Peut-être comment on en est arrivé là tous, qu'on est arrivé au scénario de bande dessinée. Le passage de jeune auteur à auteur réputé comme un Lupin. Déjà peut-être de lecteur à auteur, tout simplement, ou d'amateur de bande dessinée à auteur. Hein. Ouais. Moi, je suis assez atypique, je pense, dans le parcours, puisque oui, je sais, mais
Donc, ouais, bien avant. J'ai inventé l'atypisme. Hein, ça a été beaucoup repris par la suite. Non, j'étais gros lecteur de bande dessinée quand j'étais enfant, mais ensuite je me suis mis à écrire plutôt des nouvelles, plutôt aussi pour le jeu de rôle, pour mes amis, etc. Mais je n'aurais jamais fait le lien, je crois, je ne sais pas pourquoi, entre ma passion d'un côté de lecteur de bande dessinée et le fait d'écrire. Et je pense que ça vient vraiment du milieu dans lequel j'ai évolué. Dans ma famille, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a jamais eu personne personne à le bac, tout le monde a toujours fait. Dans ma famille, il n'y a que des commerçants, des choses comme ça. Je viens d'une ville dans laquelle il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a pas tout ça, et je n'avais aucune idée de comment on procède. Donc ça ne me serait même pas, ça m'aurait pas traversé l'esprit en fait. C'est vraiment parce que j'ai rencontré des dessinateurs de bande dessinée dans un autre contexte, celui du bistrot. Et que ces dessinateurs de bande dessinée m'ont demandé de les aider sur un scénario, que je suis rentré dans ce milieu-là. Mais ma première réaction avait été de leur dire « mais moi je ne sais pas du tout comment on contacte des maisons d'édition, je ne sais pas du tout comment on publie et tout ». Et eux ils m'ont dit « non mais ne t'inquiète pas, nous on sait, on a les contacts et tout, juste écris et c'est tout ». Et ce premier contact en fait, il a été rendu facile. C'est eux qui ont mis dans les enveloppes, qui avaient les bons contacts, etc. Et qui m'ont dit, en fait, c'est bon, le projet va se faire, et donc, ça y est, t'es scénariste de bande dessinée. Donc, ça m'a un peu tombé sur le coin de la figure. Après, j'ai pris ça un petit peu au sérieux. Mais il n'y avait pas une démarche de ma part de faire ça. J'étais derrière mon comptoir, j'étais tranquille, j'étais peinard, comme disait notre ami. Et si on ne me l'avait pas proposé, franchement, je crois que je serais complètement passé à côté. Voilà. J'ai une histoire un peu similaire à la tienne, en fait. Moi aussi, c'était pas la BD, c'était pas... Enfin, écrit, non, presque. C'était une séance de dédicace, en fait. J'étais une très grosse lectrice de bande dessinée quand j'avais 18-20 ans, mais je pensais absolument pas en écrire non plus. Je faisais des études d'histoire à l'époque et je me destinais à devenir universitaire et donc plutôt je venais de finir une thèse d'histoire, donc plutôt à écrire des articles universitaires assez sérieux, assez ennuyeux, n'est-ce pas Fabien? Je vois que tu le penses très fort. Et donc je lisais beaucoup de bandes dessinées et je suis allée à une séance de dédicace, enfin je suis allée dans une librairie par hasard, où il y avait une séance de dédicace par hasard, j'avais pas spécialement une séance de dédicace, mais où Denis Bajram dédicaçait son album Cryozone. Alors si vous me connaissez un petit peu, je suis devenue la femme de Denis Bajram, donc vous voyez que cette séance dédicace a porté ses fruits. Donc il y a 2 leçons. Tenir l'alcool, coucher. On continue maintenant. Voilà, donc en gros, oui, je suis arrivée à la bande dessinée en couchant, c'est exactement ça. Je suis donc d'abord devenue l'amie de Denis, et qui m'a proposé de travailler avec lui sur un scénario de ce qui est devenu plus tard Le Fléau des Dieux, c'est-à-dire l'histoire d'Attila contre l'Empire romain dans l'espace, pour aller très vite. Et comme j'étais étudiante en histoire, il voulait que je l'aide pour la documentation, en fait, pour les mentalités romaines ou des choses comme ça. Et je suis entrée par ce biais-là dans la bande dessinée. Il se trouve que le projet qu'il avait, ce projet-là est tombé à l'eau pour des raisons très, très compliquées. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage, moi j'aimais beaucoup cette histoire, et est-ce que ça t'embêterait que je la reprenne et que je l'écrive à ma sauce finalement? Écoute, m'a dit oui, pourquoi pas. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis arrivée comme ça, totalement par hasard. Il se trouve que après j'ai trouvé un dessinateur, grâce à Denis qui était déjà dans le milieu, donc il connaissait pas mal de gens, pas mal d'éditeurs, pas mal de dessinateurs. Mais il se trouve aussi que cette série, j'ai eu beaucoup de chance, elle a marché suffisamment pour que je puisse faire d'autres albums après. Mais je crois que si je n'avais pas entré dans cette librairie ce jour-là pour rencontrer Denis précisément ce jour-là, je ne ferais pas de la bande dessinée aujourd'hui. À mon grand regret, parce que vraiment, finalement, et aux autres, j'espère bien. Parce que finalement, écrire des histoires, c'est quand même parfois plus sympa qu'écrire l'histoire, tout simplement. En tout cas, ça donne plus de liberté créative. Et voilà. Mais vous voyez, c'est quasiment par hasard. Je ne sais pas si vous... C'est drôle. Est-ce que toi, tu voulais vraiment faire ce métier? Est-ce que quelqu'un voulait... Oui, alors moi je suis l'exact opposé. Je suis le gros crevard qui voulait faire de la BD depuis le début. Non, enfin, alors c'est pas tout à fait ça. Je voulais faire de la BD depuis que j'étais gamin. Vraiment, à 8 ans, on m'aurait dit qu'est-ce que tu veux faire? J'aurais dit auteur de BD. J'aurais dit d'ailleurs sans doute dessinateur, scénariste. Enfin, c'était pas très clair. Des BD. Pour moi, ça se faisait. Bon, un mec faisait des BD. C'était pas très clair. Et puis j'ai réussi entre-temps. Ah, c'est le lancement de l'année de la bande dessinée. Tiens, tous.
Et j'ai réussi par la suite à m'auto-convaincre que c'était stupide de faire ça parce que c'était trop dangereux et que je ne gagnerais pas ma vie comme ça. Donc un mélange entre ma propre anxiété et l'anxiété de mes parents, le tout mélangé confusément dans ma tête. Donc j'ai cherché un métier rassurant, je veux dire par là dans ma tête salarié. Pour moi, avoir un salaire, c'était rassurant. Je ne me voyais pas du tout risquer mes revenus chaque année sur mon talent que je jugeais fort hypothétique. Je me disais, mais j'ai envie de faire de la BD, mais est-ce que je suis bon, pas bon, j'en sais rien. Et donc, je me suis dit, je vais faire un boulot classique, bien payé et créatif. Voilà ce que je m'étais mis en tête. Ça, je ne savais pas trop ce que c'était. Et quand j'ai demandé, au moment de genre l'orientation, où est-ce que je pourrais aller dans un truc créatif et qui paye bien, on m'a dit, bah, le marketing, par exemple. Ah bon, d'accord. Alors, bam, école de commerce. Et où je me suis ennuyé comme un rat. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis gouré quelque part. À quel moment ça a merdé ? Et en sortant de l'école avec mon diplôme en main, parce que je suis allé jusqu'au bout, parce que très anxieux, je me suis dit, après, puis mes parents avaient payé l'école, donc ça coûtait un bras, et donc je voulais les rembourser, donc je me suis dit, bah, je vais aller dans cette direction, j'ai mon diplôme. Là, je frôle la dépression, et je plaisante pas vraiment, je sors de l'école en me disant, mais ça va pas du tout, je vais pas dans la bonne direction. Et je profite de ce qui à l'époque s'appelait le service militaire, oui je sais, ça nous ramène assez loin en arrière, qui est un service civique. J'étais objecteur de conscience pour faire plaisir à mon père militaire. Et pendant ces 2 années de service civique, j'étais chez mes parents. Je le précise parce que ça veut dire que j'ai quand même bénéficié d'une forme de soutien familial. C'est un vrai gros problème quand on veut se lancer dans une profession comme celle-là. C'est le moment où ça ne marche pas, qu'on essaie, ça ne marche pas, on essaie, ça ne marche pas. C'est obligé. Enfin, je crois qu'on ne peut pas, enfin, à part les gens qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche qu'on vient d'entendre, mais les besogneux comme nous, là, ce côté-ci, enfin, j'attends de connaître votre récit, mais je vous vois plutôt dans les besogneux. En général, au début, ça galère beaucoup et je trouve ça assez normal. Après, il se trouve que mes compagnons ici sont très talentueux. Je comprends que ça ait démarré bien plus vite. Et puis, vous avez peut-être eu du bol, mais de toute façon, il en faut aussi. Moi, ça n'a pas démarré vite. Enfin, moi, j'ai signé vite, mais ça n'a pas du tout marché. Hein. Là, moi, je parlais juste de la signature d'un contrat. Mais mon premier bouquin, c'est un bide. Mon deuxième, c'était un peu mieux. Mes 2 suivants, c'est des bides. Et les 7 premières années où j'ai fait de la bande dessinée, les 6 ou 7 premières années, j'ai toujours eu un autre métier à côté, une autre source de revenus. C'était pour moi inenvisageable de vivre de ce métier-là les premières années. Hein. J'ai pas du tout éclaté tout de suite le score, hein, pas du tout. J'ai eu beaucoup de chance, comme je vous disais, mon premier album a marché, mais je fais beaucoup de bides après. Hein. Donc c'est pas dans l'autre sens, voilà. C'est pas parce que ça marche une fois que ça va toujours marcher après. On appelle ça une lupano inversée dans la profession. En général, on préfère la lupano, mais il y a des gens qui font la lupano inversée. Bon, désolé. Et après, je vais vous laisser quand même le micro. Donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est soit je continue sur la voie que je prends et à 40 ans, je me tire une balle parce que je serais hyper malheureux de faire un truc qui me rapporte de l'argent, mais je suis trop malheureux. En vrai, je pense que j'aurais fait ma dépression bien avant. Soit je tente quelque chose de complètement différent. Et ce qui est, pour la petite histoire, parce que c'est assez rigolo, je me suis inspiré d'une histoire d'amour malheureuse comme moteur pour trouver le courage. Je venais de me prendre, même pas un vent, justement, une nana dont j'étais super amoureux. J'avais pas osé lui dire que j'étais amoureux. Et pendant je sais pas combien d'années derrière, c'était au lycée, hein, pendant je sais pas combien d'années derrière, j'étais genre, mais j'aurais dû lui dire. Parce que je pouvais pas faire le deuil. Parce que je savais pas si elle m'aurait dit oui, non. Entre temps, je l'ai revu, c'était non. Hein. Mais il se trouve que sur le moment, je savais pas. Et je me suis dit, plus jamais ça dans ma vie. Je tente un truc, je le foire, on passe à autre chose, et puis comme ça, c'est pas, on peut passer à autre chose. Donc là, je me suis dit, bah allez, merde, j'ai envie de faire de la BD depuis que je suis gamin. Il y a le service qui me permet de bosser un peu, mais pas trop, parce que j'avais pas beaucoup d'heures dans la journée. J'ai le soutien de mes parents, qui me logent et me nourrissent. Et là, j'ai envoyé plein de projets. Et comme j'avais pas fait d'école de dessin et que je voulais vraiment ne plus refaire d'études, j'ai dit, je laisse tomber le dessin et je fais le truc facile, là. Le truc qui consiste à faire une histoire, tout le monde sait faire ça, ça c'est bon. Le dessin, je verrai après. Je ne savais pas que c'est un peu plus compliqué que ça d'écrire une histoire, mais là où j'avais pas tort, c'est que tout le monde est capable de raconter une histoire. Tout le monde n'est pas capable de dessiner. Tout le monde est capable de dire, hier j'ai été chez le boulanger, j'ai acheté une baguette, et puis il m'a rendu la monnaie. C'est une histoire, c'est pas une bonne histoire, mais on la comprend. Oui, cela dit, là j'ai mis un peu de suspense quand même. Bon, alors il se trouve que... Ouais, non, on va y revenir. Je vais quand même vous laisser le micro aussi. Donc j'avais cette fausse impression de facilité, mais c'est pas complètement faux, tout le monde peut raconter une histoire, c'est autre chose de la faire publier. De fait, j'ai passé mon temps à envoyer des projets qui ont été refusés, et au bout d'un moment, c'est par le magazine Spirou que le rédacteur en chef de l'époque, Thierry Tinlot, m'a convoqué à Paris. Moi, j'étais trop content, il m'a dit, c'est un peu de la merde, mais peut-être que dans 2 ans, tu réussiras. J'ai refait à moitié une dépression, puis j'ai représenté un autre projet en insistant.
Donc la notion de persévérance dans mon cas était très très importante. C'est genre, c'était presque un test de Thierry Tinlot qui est un peu, je ne sais pas si vous connaissez le personnage. Bon, il est particulier. Il teste un peu les gens aussi en mode tiens, on va voir s'il tient le choc quoi. Il y a des éditeurs comme ça. Ils voient si vous êtes capable d'encaisser. Parce que le métier étant un peu compliqué, ils essaient de voir si vous avez vraiment envie de rester. Donc je me suis accroché. Et c'est un bon test parce que si on veut faire un métier qui est effectivement un peu compliqué en termes de survie financière, il faut vraiment adorer ça. Si on n'adore pas ça, effectivement, c'est pas un métier pour lequel il faut aller en disant oh, il y a peut-être une voie là-dedans, il y a des gens qui gagnent leur vie. Faut être passionné quoi. Moi j'écris, j'ai besoin d'écrire pour respirer. J'aurais continué à écrire même sans être payé. Et je m'en suis rendu. Non, mais je sais, je le dis pas à Monsieur Glénat qui me dit que c'est un métier passion. Mais là où il a pas tort, c'est que oui, j'ai besoin de ça pour respirer. Après, il se trouve que je trouve ça tout à fait normal d'être payé pour ça. On a le droit de faire un métier passion et d'être payé pour. D'ailleurs, je pense que Monsieur Glénat a un métier passion. Bon, bref, qui est éditeur, qui gagne beaucoup d'argent. Donc une fois passé ça, j'ai commencé à bosser dans Spirou parce que j'ai fini par m'accrocher. Il m'a fait faire 2-3 petits tests. Donc j'ai appris le métier en faisant des récits courts dans le journal de Spirou et en ayant des retours de lecteurs, en avançant, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les auteurs. La grosse difficulté quand on n'a pas rencontré les auteurs au début, ce qui peut tout à fait arriver, c'est comment on a accès à ces auteurs qui au départ n'ont pas forcément une envie folle de voir des jeunes scénaristes qui découvrent le métier. C'est normal. Hein. Donc au début, j'avais écrit à des dessinateurs connus qui ne m'ont pas répondu, ce qui est un peu normal. Et puis petit à petit, grâce au magazine Spirou, j'ai rencontré d'autres dessinateurs. Désolé, très long. Non, c'était super intéressant. C'est très focus. Alors, moi, c'est pareil, je connaissais absolument personne dans la BD. En plus, j'ai commencé à vraiment me passionner pour la bande dessinée à la trentaine à peu près, donc il y a quand même... voilà. Il y a 2 ans, quoi. C'est ça. Bon, je n'ai pas du tout fait des études... Enfin bon, je suis hyper nulle au micro, donc c'est horrible. Après, il faut dire que c'est voilà. très récent de pouvoir faire des études de bande dessinée. Oui, c'est ça. La plupart des auteurs de notre génération n'ont pas fait d'études particulières pour accéder au métier. Mais oui, voilà. Moi, j'ai fait quand même une formation de scénariste, mais beaucoup plus tard. J'ai commencé. J'étais vraiment pas très douée à l'école. Enfin, en tout cas, je n'aimais pas beaucoup ça. J'étais pas très à l'aise avec le système scolaire, et du coup, j'ai arrêté l'école à la 3e. J'ai travaillé. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie d'apprendre des trucs et j'ai passé mon bac en candidate libre à 26 ans. Et finalement, je l'ai eu. Donc, j'étais pas si nulle, mais juste l'école ne me correspondait pas. Et après ça, j'ai fait une école de scénariste pendant 1 an pour l'audiovisuel dans le Sud. Et j'ai essayé de travailler dans l'écriture audiovisuelle, d'écrire des films et des séries. J'ai parfois été payée pour le faire, mais rien n'a jamais abouti jusqu'à la réalisation. Ça, c'est toujours... Bon, après, c'est pas du tout les mêmes budgets, le même système, mais au-delà du budget et tout ça, ce qui me plaisait pas, c'est que je manquais beaucoup de liberté. On nous faisait... Les chaînes de télé, les prods, tout ça, en fait... Tout le temps, on nous demandait de changer notre histoire, mais pas forcément pour une raison qui me paraissait acceptable, en tout cas. Moi, quand je venais avec un projet, c'est parce que j'avais quelque chose à raconter, à dire, et quand on me disait « non, finalement, tu vas raconter à peu près le contraire de ce que tu es venu raconter », ou dans un style qui n'est pas le tien, en fait, ça m'a beaucoup frustrée. Et à un moment... je sais pas pourquoi, j'ai juste parlé à une amie qui me disait mais en fait ton sujet il serait super en BD, et comme je commençais vraiment à me passionner pour la bande dessinée, j'ai essayé. Je connaissais personne, j'ai contacté une nana, une dessinatrice que j'ai rencontrée juste par son blog. C'était Maddy Martin, et elle a accepté de faire ma première BD. Après, c'était une bande dessinée très différente de ce que je fais maintenant. Et du coup, après 5 ans, je n'ai pas du tout... j'ai eu beaucoup de mal à trouver des dessinateurs, à trouver même d'autres éditeurs, etc. Parce que c'est pas que je passais de la bande dessinée d'humour à la bande dessinée sérieuse, mais c'était tellement différent. Et moi, j'étais tellement pas dans ce milieu-là que j'avais l'impression d'être toujours un peu snobée et tout ça. C'était pas évident. Et... Bon, au bout d'un moment, Casterman a pris ma première histoire. J'ai commencé à rencontrer des dessinateurs aussi dans les festivals. Ça, c'est super.
pour ça. Quand on est très isolé, on rencontre des gens, pareil, en buvant des verres le soir. Et accessoirement parfois en couchant, d'ailleurs. Non, de toute façon, on est scénaristes tous les deux, donc on n'a pas besoin de. Mais bon, on couche quand même ensemble, mais c'est pas grave. Mais voilà. Mais voilà, bon, je crois que c'est tout. C'est bon, c'est bien. Allez, à toi. Bon, alors moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Quand j'étais petit, je voulais être clown, et ça a évolué. Après, je voulais être Starsky Hutch. Après, je voulais être la personne qui raconte les histoires de Starsky Hutch. Après, je voulais faire du théâtre. Et puis. J'ai fait pas mal de choses autour de l'audiovisuel. J'ai été beaucoup payé pour ça à une époque, mais j'étais frustré par un projet qui n'a pas abouti, qui était que je voulais faire un film de Fantomas. Et ouais. Je voulais être plutôt Starsky Hutch parce que c'était plus marrant. C'est pour ça que je me suis rendu compte que je voulais être le mec qui raconte l'histoire. C'est ça. J'avais vraiment besoin de faire les deux rôles, quoi. Et quand pardon. Et quand j'ai pas réussi à faire lire mon projet Fantomas à la personne qui détenait les droits, qui s'appelle Thomas Langman pour le cinéma, j'ai été très énervé et j'ai appelé les ayants droit et je leur ai dit: est-ce que vous avez aussi donné les droits pour la BD ou pas? Mais je cherchais juste un moyen de publier cette histoire. Et ils m'ont dit: bah non, en fait, on l'a pas fait. Et je dis: ok, donc je vais en faire une BD. Et à ce moment-là, je suis arrivé dans le... C'était le moment où les blogs commençaient, où c'était à peu près possible de contacter des gens sur Internet. C'était donc il y a 6 ans, 7 ans. Et je me suis dit, je vais contacter des dessinateurs. J'étais naïf, j'étais sûr de moi, mon histoire était géniale. Forcément, les mecs, ils avaient... en fait, ça n'a pas du tout marché. Je leur envoyais un dossier de 55 pages, ultra documenté, avec toute l'histoire écrite en petits caractères. Ils n'en avaient rien à foutre. Et ils étaient toujours très polis en me disant non, pas du tout. Et il y a quelqu'un que je nommerai pas, un dessinateur, qui, par le biais d'un autre dessinateur, est tombé sur ce projet et c'est lui qui m'a contacté. Et il m'a dit: mais c'est super, c'est ça que je veux faire et tout. Et il m'a fait des planches, direct. Et elles étaient horribles. Ah, c'est pour ça que tu le nommes pas. Ouais. C'était Loisel. Non mais. Tu sais qu'on est filmé. Ouais, mais c'est pour ça que je le nomme pas. Et il avait juste les contacts chez tous les éditeurs parce que c'est quelqu'un qui par ailleurs publie dans des genres qui sont pas du tout le genre qui moi me plaît, mais donc il m'a dit: non mais t'en fais pas, c'est bon, on a les portes ouvertes, quoi. Non mais après chacun ses goûts. Et non, c'était pas vraiment à mon goût, on va dire. Voilà, c'est ça. Et c'était moche. Et du coup, il l'a envoyé effectivement à tous les éditeurs de France et de Navarre et de Belgique et du Canada, partout. Et un jour, il m'a appelé en me disant: non, mais tu sais, en fait, ton histoire, ça marche pas. Ils disent que c'est vieillot et machin. Et là, j'ai fait ping. Non, mec, c'est le dessin qui est vieillot. Et du coup, j'ai envoyé le scénario inchangé, le dossier inchangé, mais sans ses dessins, aux mêmes éditeurs, dont il m'avait filé les coordonnées, du coup. Et là, j'ai attendu de longs mois, parce que quand tu vois arriver sur ton bureau un truc qui s'appelle Fantomas, tu sais, ça fait la poussière, c'est épais comme ça, les gens, ils en ont rien à foutre, ils ouvrent, ils veulent voir des dessins, ils voient que du texte. Donc là, il faut être patient, parce que les éditeurs, ils aiment pas le texte. Les éditeurs de BD, ils veulent du dessin. Ils sont capables de signer sur 3 planches qui ont de la gueule, et un pitch comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, au bout de presque 1 an d'attente, Casterman et Dargaud m'ont rappelé la même semaine, en disant: hey, dis donc, on a lu ton truc, tu l'as déjà placé ou... Et finalement, bon, j'ai eu la chance de démarrer avec 2 éditeurs qui avaient des sous. Il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à payer les gens et qui en plus avaient très envie de faire le projet, ce qui les a mis en concurrence, donc j'ai pu en plus faire monter les enchères. Mais ça, c'est assez rare comme cas. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que disaient les précédents, c'est que parfois c'est une mauvaise idée de rencontrer les dessinateurs en premier. Parce que moi, en l'occurrence, ça m'a retardé mon projet de vraiment longtemps. Parce que si ton dessinateur plaît pas à l'éditeur, ton projet ne se fera pas. Alors que si tu vas voir ton éditeur juste avec un texte et que tu es suffisamment patient pour qu'il le lise, il trouvera un dessinateur avec toi, en fait. Donc c'est comme ça que j'ai perdu beaucoup de temps au départ, mais j'ai appris un truc, c'est que finalement, c'est pas la peine de s'embarrasser forcément à trouver un dessinateur. C'est vrai que ça pose la question, peut-être du coup, ça c'est intéressant d'un point de vue très très pratique de la présentation des dossiers.
Alors, donc vous, visiblement, il n'y a pas eu besoin de présenter un dossier, ça s'est fait plus par des rencontres et des connaissances. Moi, effectivement, la question s'est posée de comment je présente un dossier à des éditeurs qui... Alors, c'est là que c'est paradoxal. Ils attendent souvent, effectivement, du visuel parce que c'est très vite fait de se rendre compte visuellement de si un dossier est bon ou pas. En 1 seconde 30, on regarde les pages, on voit si elles sont bonnes ou pas. C'est très facile de voir si un dessin est à la hauteur ou pas. Se rendre compte qu'un scénario est bon ou mauvais, il faut rentrer dans l'histoire. Et alors là, je vais peut-être juste faire un petit laïus sur se mettre dans la tête d'un éditeur. Donc, dans la BD, il n'y a pas comme en littérature des gens qui sont payés pour recevoir et lire les dossiers. Genre chez un gros éditeur Gallimard littérature, il y a des gens payés pour ça, qui reçoivent les dossiers, régulièrement les lisent, font des fiches, etc. En BD, les mêmes personnes avec qui on a affaire, nous, en tant qu'auteurs, c'est-à-dire nos éditeurs, sont les mêmes qui, souvent le week-end, lisent, et souvent d'ailleurs plutôt tous les 3 mois, parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, lisent un gros paquet de dossiers qu'ils ont reçus pendant des mois. Ils ont culpabilisé en cours de route en disant « Ah, il faut que je le lise, il faut que je le lise ». Donc ça s'amoncelle. Donc ils vont le lire très très vite. Et ils vont le lire pendant leur week-end, alors que leurs enfants disent « Papa, je ne te vois plus » ou « Maman, je t'aime ». Donc en plus, ils ont les boules. Donc imaginez quelqu'un qui est énervé. C'est toujours mieux de se dire ça, quoi. Avec un peu de chance, ils ne seront pas énervés et tout, mais imaginons, ils sont énervés, ils voudraient être avec leur famille, ils ont un gros dossier comme ça, et donc ils vont les passer très très vite en revue. Mais là où c'est une bonne école de se dire ça, c'est que ça sera pareil avec les commerciaux, si vous avez la chance d'avoir des commerciaux, pareil avec les libraires, et encore pire avec les lecteurs et les lectrices. Ça, vous le voyez, vous, en entrant dans une librairie. Vous n'êtes pas en train de vous dire à chaque fois, je vais lire les 5000 titres pour voir quel est le meilleur que je vais m'acheter ce soir. On regarde vite fait les couves, on regarde éventuellement la 4e de couverture, ce qui est à l'arrière quand on est déjà un peu bien luné. Éventuellement, on feuillette si on est vraiment mais hyper de bonne humeur. Et puis éventuellement, on achète au bout de ce process. Un éditeur, c'est quasiment pareil. Je ne sais plus quel est le chiffre qu'ils reçoivent actuellement, mais je pense que c'est dans les 500, 600 dossiers par an au moins. Je ne sais pas si vous savez plus que moi ça. Bon, c'est à peu près ça, peut-être plus. Donc si vous imaginez à peu près le nombre de dossiers. Donc, et là, effectivement, si c'est un gros dossier très verbeux, c'est un peu chiant à lire. Donc ils vont commencer avec un a priori pas terrible. Mais des fois, on n'a pas de dessinateur. Moi, je n'avais pas de dessinateur. Donc j'ai alors 2-3 conseils, peut-être que vous en aurez d'autres. Tout ce qui permet d'entrer dans l'histoire facilement va aider. Alors déjà un bon titre, ça peut aider. C'est pas facile à trouver. Moi, je suis pas très bon là-dessus, mais un bon titre, c'est déjà une entrée en matière. Un bon pitch, ce fameux pitch qu'on appelle pitch, donc c'est ce terme américain un peu chiant. C'est une accroche, quoi. Un truc qui hameçonne le lecteur. Si on revenait à une époque lointaine, un jeune adolescent est piqué par une araignée radioactive et développe des super pouvoirs alors qu'il est collégien. Pourquoi c'est accrocheur à l'époque de début de Spider-Man? C'est qu'on se dit, un super-héros collégien, génial, quoi. Donc il suffit de ça pour avoir envie de lire la suite. La suite, ça sera un petit pavé de texte qui rentre un peu dedans. La suite après, c'est 2-3 pages qui développent. La suite après, c'est pourquoi pas le manuscrit. Mais j'ai envie de dire, il faut vraiment penser en mode presque en entonnoir inversé. C'est des petits trucs au début, un peu plus. Et si la personne a envie d'aller plus loin, tant mieux. Comme un lecteur. Le lecteur voit la couverture, le titre, la 4e de couve, il a envie d'aller plus loin. Vous l'avez amené à lire votre projet presque avec... c'est comme de la politesse, quoi. Vous dites, viens, venez, ça va bien se passer, ça va être chouette. Prenez des petits fours, installez-vous. Voilà, maintenant vous êtes dans le mood, voilà la suite du projet. Moi, je dessinais pas, je faisais du coup des storyboards plus ou moins griffonnés quand c'était de l'humour, pour qu'on puisse lire le truc plus rapidement. Mais quand c'était des scénarios réalistes, parce que là j'avais beaucoup de mal à me faire lire, je pense. Donc des fois, c'est mieux d'avoir un dessinateur. Mais bon, je suis d'accord aussi que ça peut jouer des tours. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres conseils à donner en termes de présentation. Je pense que si on n'a pas de dessinateur, ça peut être utile de mettre des photos ou des dessins d'autres personnes, mais qui donnent une idée de l'ambiance de ce qu'on attend en fait. Un mood board un peu, voilà, c'est ça. Pour vraiment donner une idée quand même des visuels qui sont attendus sur cette histoire-là. Ça peut aussi aider l'éditeur à rentrer dedans. Après, si jamais vous avez un dessinateur, ne vous en privez pas quand même. Hein. C'est quand même la solution la plus facile pour l'éditeur. Si vraiment quelqu'un vous tape dans l'œil et que vous avez envie de bosser avec lui, envoyez un dossier avec, bon, évidemment, des pages finies. C'est encore ce qui séduit le plus. Tout le monde aime les décors et les personnages, mais vraiment, c'est les pages finies qui donneront une idée de ce que vous pouvez faire tous les deux, concrètement, le type de narration que vous voulez adopter, des effets dont vous voulez ou dont vous ne voulez pas, enfin, si ce sera réaliste ou pas réaliste, enfin, toutes ces choses-là. Et même si l'idéal, pour moi, c'est même d'arriver avec un bon titre et une couverture. Si vous arrivez à avoir les deux, si vous avez une bonne couverture, je ne vais pas dire que c'est vendu, mais quasiment, quoi. Oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand on a un dossier avec une couverture qui claque. C'est quasiment gagné, quoi. Oui. C'est quelque chose qu'on a fait quasiment systématiquement. Alors parfois on n'y arrive pas, vraiment on n'a pas l'idée de la couverture.
Et pour moi, si le projet est clair, si justement le pitch est clair, si on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on met en couverture. Vous avez déjà envoyé une couverture sans idée de l'histoire? Et si non, elle prend, vous inventez le truc? Ça jamais. La voilà la bonne idée. Non, c'est... Je tente le coup de main. En général, ce qu'on fait, ce que je fais à titre personnel, c'est que j'écris l'histoire et je cherche un dessinateur quand même. J'avoue que j'ai jamais présenté de dossier sans dessinateur. Parce que j'avais l'impression que les éditeurs ne les lisaient pas. Alors j'ai pas eu ta patience, sans doute. Mais j'essaie toujours de trouver quelqu'un qui me plaît en général. Qui me plaît tout le temps en fait. Hein. Je n'ai jamais bossé avec quelqu'un qui ne me plaisait pas. Mais je vous aime tous, mes dessinateurs, tous. Et oui, d'arriver. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolé. Tu disais que tu ne voulais pas travailler. Tu écrivais quelque chose. Voilà, j'écrivais quelque chose, voilà. Mais en pensant à un dessinateur donné ou. Parfois oui, parfois non. Alors ça dépend. Parce que ça, c'est un point que j'aimerais bien aborder avec vous. C'est à titre personnel. Alors, au tout début, j'écrivais mes scénarios dans mon coin. Je ne connaissais pas de dessinateur, donc par définition, j'envoyais à l'éditeur en espérant qu'il trouverait un dessinateur pour moi. Je fais plus du tout ça parce que maintenant, ma façon d'écrire est très très liée à la personne qui va dessiner. Donc, j'écris du sur-mesure. Ce qui fait qu'en fait, je ne peux pas écrire un scénario dans mon coin de 46 pages, puis trouver quelqu'un pour le faire. Parce qu'en général, surtout, il y a très peu de dessinateurs qui accepteront ça, en tout cas dans mon entourage. Ils vont dire, bah non, je ne peux plus intervenir sur le scénario, je ne peux même pas me l'accaparer. Donc souvent, je discute, on parlait des festivals, c'est vrai que c'est beaucoup en festival qu'on se rencontre. J'arrive avec des sortes de débauches de projets qui, à un moment donné, vont se cristalliser avec un dessinateur, et petit à petit, il y a un travail de co-construction qui se fait. Et je ne sais pas si c'est votre méthode aussi ou pas. C'est la solution idéale, mais souvent, enfin moi ça m'est arrivé souvent, le dessinateur pour qui j'avais prévu le projet, finalement ne le fait pas. Quel salopard. Quel salopard. Hein. Tu peux citer des noms? Non. C'était plus le type qui était vraiment mauvais. Et voilà, donc je me retrouve avec un projet sur les bras qui n'a plus son dessinateur. Donc là, il faut en trouver un autre. Ah oui, Et mais évidemment, je l'adapte au dessinateur suivant, je dirais. Mais malgré tout, tous. C'est-à-dire que je le lui fais lire, évidemment, on en discute beaucoup après. Et je suis à son écoute s'il me demande des changements. Tant que ça reste, tant que l'esprit du projet est là, je dirais. Sinon, je dirais, bah, tant pis, le projet n'est pas pour toi, je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais sinon, oui, je crois qu'il y a une grande part d'adaptation. Oui. Pareil, au tout début, je pouvais écrire un scénario jusqu'au bout, la continuité dialoguée, sans avoir de dessinateur. Maintenant, je ne le fais plus du tout, parce que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être riche, justement, de connaître le dessin de la personne et de l'adapter à ton histoire, enfin d'adapter ton histoire au dessinateur. Et maintenant, j'envoie quand même quelque chose d'assez détaillé, mais ça reste sous la forme d'un synopsis. Mais ça peut être la forme d'un synopsis de 20 pages, 30 pages parfois, pour des gros projets. Mais je ne commence pas la continuité dialoguée sans le dessinateur. Ouais, moi, j'ai pas mal de contrepoints à tous les exemples que vous avez donnés. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Olivier, moi, j'ai eu le contre-exemple absolu d'un projet refusé absolument, partout, c'est toujours con de dire partout, parce que je n'avais pas envoyé absolument partout, mais on va dire aux plus gros éditeurs de la place, à l'état de scénario. Scénario complètement terminé, entièrement dialogué, paginé, etc. Parce que moi, je n'envoie que des choses complètement finies. Ouais, toujours. Et qui a été... qui a quand même intéressé un dessinateur, à qui j'ai dit, tu sais, je suis ravi que tu aimes ce scénario, mais je suis quand même obligé de te dire que tous les éditeurs l'ont refusé, donc en fait, voilà, et qui a quand même voulu faire des essais dessus parce que ça lui plaisait, et à partir du moment où on a envoyé ses planches, le projet a été signé dans la demi-heure. Et alors évidemment, le dessinateur en question était un génie, ok, mais il y avait un autre... Il y avait aussi une autre dimension, c'est que tout simplement... moi, à l'écriture, il m'a paru évident. Donc, en fait, je ne veux pas faire trop énigmatique. Je suis en train de parler du Singe de Hartlepool, qui est un livre que j'ai fait avec Jérémy Moreau. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que quand j'ai envoyé mon scénario à tout le monde, il y avait marqué 1815, guerre napoléonienne, et que pour un éditeur, la BD napoléonienne, c'est quelque chose. Et il voit très bien dans sa tête ce que c'est que de la BD napoléonienne. Et c'est réaliste, et donc en fait tous ceux qui l'ont lu
Mais sauf que dans mon esprit à moi, j'étais à des années-lumière de ça. Mais j'ai jamais cru bon de le préciser dans le texte, parce que pour moi, le texte en soi suffisait, puisque tu avais tous les dialogues, etc. C'est quand même très con ce que je raconte dedans. Et ça me paraissait quand même évident à la lecture que je me dirigeais pas vers un truc réaliste napoléonien classique. Bah, pour les éditeurs, ça leur a paru extrêmement chelou, mon histoire. Et en fait, personne n'est rentré dedans tant que c'était un scénario. Quand ils ont vu l'interprétation de Jérémy Moreau, dans la demi-heure, c'était signé. Et ils m'ont dit, mais on n'imaginait pas du tout ça comme ça, qu'est-ce qui t'a pris de le proposer à ce dessinateur ? Bah, j'ai répondu, mais moi j'ai ça en tête depuis le début, c'est ce type de dessinateur que je cherchais, j'ai juste mis du temps à le trouver, mais je ne voulais pas du tout faire un truc réaliste. Je ne vous l'avais pas dit ? Bah, et tu vois, c'était un peu ça. Et ça fait partie de ces malentendus qui peuvent se dérouler assez facilement. J'ai eu aussi, ça m'est arrivé de faire la connerie d'envoyer des projets avec, comme on avait fait des recherches, on s'est dit, tiens, dans les dessins de recherche, on va utiliser celui-là, ça va faire un genre de couve, etc. Ça a été un frein au projet parce que déjà, à la base, le dossier, ils aimaient déjà pas la couve. Et donc, en fait, c'est un a priori négatif à la lecture de ton projet parce que, et c'est la première chose, quand ils m'ont rappelé, donc tu attends des nouvelles, qu'est-ce que vous avez pensé du truc ? C'était leur introduction. Ils m'ont dit, alors on n'aime pas du tout le projet de couve. Je dis, mais c'est pas du tout un projet de couve, on a mis ça pour vous donner un peu l'ambiance, etc. Mais on s'en fout. Mais ça avait été chez eux un frein. Ça avait été une question. Ils en avaient discuté en comité de lecture. Tu vois, donc ça, moi j'ai dit, je le ferai plus jamais. À l'inverse de toi, j'ai dit, brouiller les pistes en envoyant. Moi maintenant, mon scénario, c'est une page blanche avec un titre en noir et merci de le lire et c'est tout quoi. Je fais jamais autre chose. Vous dire qu'il y a écrit Lupano en dessous et c'est signé dans la demi-heure. Non, mais je fais ça depuis longtemps hein, et je peux te dire que ça fait pas très longtemps. Voilà. Et donc enfin, troisième truc, moi j'adore écrire sans penser à qui va le dessiner. Je le fais encore très souvent. Au moins un scénario sur 3 à peu près, et je me garde toujours cette plage-là de liberté. Je trouve que c'est encore un truc que j'adore faire, écrire sans me poser aucune question d'interprétation graphique, ni même de registre, et de me dire qu'à ce stade-là, tout est possible. Et que je suis juste dans l'écriture pure. Et après, évidemment, comme Fabien, je prends beaucoup de plaisir à écrire pour quelqu'un. Ça, c'est quand même un truc vraiment kiffant. Et en particulier, de te poser systématiquement la question à quoi je peux lui servir, compte tenu de ce qu'il sait déjà faire. Il a sa zone de confort. En quoi, moi, je peux être une marche dans son processus créatif, en quoi je peux l'amener ailleurs et pas le laisser ronronner dans ce qu'il sait faire et juste alimenter son ego artistique personnel, quoi, voilà. Mais plutôt essayer de le challenger, voilà. Ça, c'est vrai que c'est un des trucs que j'adore faire quand on travaille pour quelqu'un. C'est d'abord, nous, on se met au service de son boulot, enfin de son talent. Et par contre, une fois qu'on a écrit, ça s'inverse, c'est lui qui se met au service de notre histoire. Et cet aller-retour, je le trouve vraiment kiffant en fait. Ouais. Ouais, c'est un bel échange, c'est un cercle vertueux. Vous nous arrêtez avec des questions quand vous voulez, évidemment. Hein. Ouais, donc ce qu'on a établi là, c'est que soit vous écrivez votre scénario en entier, soit vous l'écrivez pas en entier, soit vous avez un dessinateur, soit vous en avez pas, soit vous vous adaptez au dessinateur, soit pas du tout. Donc en fait, vous couchez ou pas. Ou pas, voilà. Et t'as couché quand même, Fabien. Oui. Ouais. Mais non, par contre, ce qui est vrai, c'est que ce serait une erreur de penser que scénariste de BD, c'est showrunner. À la fois, enfin, vous n'êtes pas seul sur si vous voulez être tout seul, moi, je viens de finir mon 2e roman. Vous pouvez écrire des romans. Si vous écrivez un scénario, à la fois vous avez un regard de metteur en scène plus que de scénariste par rapport à si on compare au cinéma, parce que vous pouvez vraiment dire bah tiens là il y a un gros plan, vous pouvez vraiment détailler un découpage, et à la fois si vous corsetez votre dessinateur là-dedans, soit il va s'enfuir en courant, soit il va faire quelque chose qui ne sera que ce que vous avez imaginé, et donc forcément ça manque de quelque chose. Si vous travaillez en équipe, c'est parce qu'il faut que l'équipe vive.
et on est vraiment supérieur à la somme des parties quand ça marche. C'est super quand on fait un scénario marrant de se marrer en recevant les pages. Et d'être ému, voilà, toutes ces choses qu'on espère et qui parfois peuvent nous surprendre de la part du dessinateur. Voilà, scénariste de BD, c'est vraiment une collaboration qui implique d'ailleurs aussi, souvent si vous avez la chance de tomber sur un bon éditeur, l'éditeur qui a son regard aussi, qui a le regard du premier lecteur et qui est vachement précieux parce que nous, on n'est malheureusement jamais le lecteur de notre propre travail, sauf quand c'est trop tard. Pour rebondir sur le spectre possible de collaboration, effectivement, je parlais de ce que je fais généralement qui est du sur-mesure. En réalité, j'ai eu la chance de faire des collaborations assez diverses et qui permettent de voir à peu près tout le spectre des possibles collaborations avec l'intérêt et les complications de chaque chose. D'un côté de ce spectre, plutôt du côté que tu décris parfois, Wilfried, j'écris quelque chose pour moi dans mon coin exactement comme je le veux. Et c'était une BD qui s'appelait Green Manor, par exemple, où des petits récits criminels avec des intrigues extrêmement ciselées. Si on change un dialogue, tout tombe par terre. Donc là, il faut vraiment qu'on m'emmerde pas. C'est que je fais mon petit truc dans mon coin. Et Denis Baudard, le dessinateur, avait ce talent fou de se mettre au service de mes récits. Par contre, l'inconvénient, c'est que j'écrivais mon histoire. S'il aimait pas, il la dessinait pas. Point barre, pas de discussion, voilà. Donc c'est quand même un peu ça passe ou ça casse. Par contre, j'ai pu aller au bout d'un truc très très personnel. J'ai fait ça aussi avec un album qui s'appelle Les 5 Conteurs de Bagdad, qui était un méta-récit sur le fait de raconter une histoire. Et je me suis raconté mon truc perso en me disant ça intéressera personne d'autre que moi. Et Franz Duchazot a bien voulu se mettre au service de ça. Après, dans ce curseur-là, on va arriver vers le milieu. C'est plutôt des collaborations. La plupart de mes collaborations, c'est ça. C'est une discussion avec le dessinateur et un ping-pong. Et finalement, on s'adapte l'un à l'autre, et c'est un peu ce qui a été décrit. Et puis, il m'est arrivé d'aller à l'autre bout du spectre. Et là, ça a été, par exemple, avec Jolies Ténèbres, un one-shot que j'ai fait avec les Kerasquette, un couple de dessinateurs. Et là, c'est venu d'une discussion avec eux. Et donc, c'est Marie et Sébastien. Et Marie disait... c'est une conversation amicale dans un festival sans doute. Marie me dit j'ai une idée, j'aimerais bien faire un livre et l'histoire c'est à peu près ça. Et elle me raconte une séquence qui est le début du livre. C'est un cadavre, non c'est même pas ça, c'est des petits êtres bizarres qui prennent un goûter ensemble et puis on s'aperçoit d'un seul coup que le décor s'effondre sur eux, les englues, ils doivent s'enfuir et ces petits êtres sortent d'un cadavre qui s'avère être une petite fille morte dans un bois. Donc la scène est complètement étrange, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Elle me dit est-ce que tu penses que quelqu'un aimerait lire ça? Moi je dis oui moi, mais je serais peut-être le seul. Et donc j'ai senti que là il fallait que je me mette au service de son récit, mais même à un point encore plus loin que, en fait, ce qu'on appelle techniquement de la maïeutique, de l'aide à l'accouchement. Je me suis vu comme quelqu'un qui allait l'aider à accoucher d'une histoire que j'avais jamais entendue de ma vie. Donc je me suis dit comme je l'ai jamais entendue, je veux l'entendre. Donc il y a vraiment cette notion quand on écrit, je crois, tu dis on n'est pas nos premiers lecteurs, mais par contre on écrit le livre qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent. Quelque chose de cet ordre-là. C'est moi quand j'ai écrit Seul, la série donc pour enfants Seul, c'est ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enfant et je ne trouvais pas exactement ça. Donc on écrit le truc qui nous manque. Et là quand j'entendais ce récit de Marie, je me suis dit mais c'est fou ce truc, je sens que ça me met mal à l'aise, qu'en même temps ça touche à des choses très profondes. Donc je vais l'aider à aboutir à ça. Je voulais au début être script docteur plus ou moins. Et puis au fur et à mesure de la discussion, je me suis transformé en co-scénariste. Grosso modo. Mais donc là, j'étais au service de son récit et de leur dessin. Et donc, c'est un autre rôle qui est un peu frustrant aussi, parce que je suis vraiment au service du récit de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi pas? Et je pense que ça, Olivier, tu as dû le faire avec Rochette, non? Oui, Jean-Marc Rochette, c'est quelqu'un avec qui est un dessinateur qui a dessiné le truc qui est vraiment son œuvre majeure, c'est le transpersonnage. Et j'ai eu la chance, je ne sais pas comment, de me retrouver à écrire le dernier chapitre du transpersonnage. Et donc j'ai travaillé avec lui sur un album de 220 pages. Donc on a beaucoup travaillé parce que la façon que j'avais de travailler avec Rochette, c'était que je lui emmenais les pages de scénario le matin dans son atelier et on travaillait le storyboard ensemble. Donc on a vraiment eu beaucoup de temps ensemble. Souvent, quand on écrit de la bande dessinée, on collabore avec des gens à l'autre bout du monde ou c'est juste par Internet. Là, on était vraiment dans la même pièce tout le temps. Et donc il m'a un peu raconté sa jeunesse. Et sa jeunesse, c'était qu'il voulait être alpiniste. Et il a vécu à côté de Grenoble, et il montait les montagnes. Et plus il me racontait ça, plus je lui disais, mais en fait, mec, c'est ça que tu devrais raconter. C'est vraiment une super histoire. Parce que, et il me disait, mais non, mais on s'en fout. Comme tout le monde se fout de notre... Moi, on me demanderait de raconter ma vie, elle serait chiante. Et lui, il pensait que sa vie à lui était chiante aussi. Mais c'était faux dans son cas. Et je lui disais, mais non, mais tu rigoles, c'est un récit initiatique. Exactement, c'est ce qu'on aime voir en fait, c'est comment on grandit, comment on devient adulte, sauf que toi en plus ça se passe sur une montagne, tu risques ta vie, tes potes meurent.
A priori, il y a une bonne histoire. Et en fait, j'ai réussi à convaincre l'éditeur Casterman de lui dire de le faire. Il a réussi à se laisser convaincre. Et puis, il n'a pas su le faire parce que lui-même n'avait pas d'expérience de scénario. Maintenant, d'ailleurs, depuis, il a écrit un scénario tout seul, Le Loup, qui est un bon album. Mais du coup, il m'a rappelé, il m'a dit, est-ce que tu veux l'écrire avec moi ? Il m'a raconté sa vie. Je faisais des séances d'une semaine chez lui. On commençait au petit déjeuner, on finissait à minuit. Il me racontait sa vie dans le désordre complet. Et alors là, pour le coup, en termes de maïeutique, c'était quelque chose de très fort parce qu'il me racontait des choses super intimes et que j'allais le pousser. Dans la première, l'anecdote que j'ai, c'est que le premier jour où on a bossé ensemble, il m'a parlé de tout, de plein de trucs, dans tous les sens. Moi, le gros boulot que j'avais à faire, c'était toujours d'essayer de mettre de l'ordre là-dedans et d'en tirer un scénario, que ce soit intéressant. Et à un moment, je lui dis à la fin, vers 23h, je lui dis, tu sais, en fait, c'est marrant, son père était mort, et il vivait avec sa mère quand il avait l'âge de l'histoire, 15 ans. Et je lui dis, tu sais, tu me parles jamais de ta mère, la seule fois que tu m'en as parlé, c'est pour dire ma conne de mère. Peut-être qu'il y a un truc à creuser là-dedans. Il dit, mais non, tu fais chier, machin, tout ça. Et à la fin, il y a des scènes avec sa mère dans l'album, et il a dédié l'album à sa mère. Donc en fait, il y a eu quelque chose où il a découvert lui-même l'histoire qu'il avait à raconter, l'histoire qu'il avait en lui, et je l'ai aidé à faire ça, vraiment. Je suis très fier de cet album, ça fait 280 pages, ça a été épuisant, ça s'appelle Elle froide. C'est un album qui a un succès assez inespéré en fait, puisqu'il plaît aux gens qui adorent la montagne. Donc à Grenoble, ça se vend dans les boulangeries. Mais réellement en plus. Avec des piolets, parce qu'à Grenoble, c'est bien connu, les gens achètent des piolets et des petits pains. Mais oui, parce qu'en fait, on a raconté ces histoires qu'on aime bien, de formation, voilà, parce que... Et je suis très fier d'avoir fait ça, parce que j'ai trouvé l'histoire qu'il devait raconter et je l'ai aidé à la sortir. Et c'est pas mon histoire, c'est vraiment la sienne. Et ça, c'est un travail rare pour un scénariste, de trouver un dessinateur qui a une histoire suffisamment intéressante à raconter, mais qui ne sait pas la raconter tout seul. Donc, bon, là, pour le coup, c'était vraiment une expérience particulière. Je la referai sans doute jamais avec quiconque, en fait. C'est ça, en fait, c'est vraiment se dire que chaque collaboration a une sorte de saveur particulière. C'est comme des vins, c'est comme, je sais pas comment dire. Je peux pas dire que c'est mieux de faire ça, de la maïeutique, que c'est mieux de bosser tout seul. Moi, j'ai un peu besoin de faire de tout. Et par contre, c'est vrai que de temps en temps, j'ai besoin d'être à nouveau en contrôle parce que c'est un autre type de kiff, quoi. Tu dis, tiens, je fais vraiment ce que je veux. Puis au bout d'un moment, j'ai l'impression de ronronner. Ou si je fais que ce que je veux, je sens bien quand même que je me répète. Que des fois, j'ai des tics d'écriture. À une époque, je m'étais malencontreusement foutu de la gueule d'un collaborateur que je ne citerai pas, mais qui est très connu et qui vend beaucoup. Et deux de ces séries qui vendaient beaucoup, il y avait quasiment la même scène de poursuite avec un hélico. Je me dis, bah, il se fait pas trop chier, lui. Puis depuis, j'ai fait pire que ça, mais avec des albums qui sortaient en même temps. Genre, je me dis, ah oui, bon, en fait, on écrit on a des obsessions, quoi. Donc ces obsessions, elles ressortent, et de bosser avec quelqu'un d'autre, moi c'est ce que je trouve génial dans une collaboration. Oui, j'en profite pour faire un petit laïus aussi sur mes trucs un peu militants à la con. Moi je crois beaucoup au collectif, je crois beaucoup à la collaboration. Ce qui m'agace un peu dans certains prix d'Angoulême, c'est ce côté, la prime à l'auteur complet. Pour faire un vrai chef-d'œuvre, il faudrait être tout seul. Ça m'agace parce que je trouve que c'est un truc très romantique, très français, l'auteur avec un grand A, alors que je trouve qu'on peut très bien bosser à deux, voire même à une centaine quand on fait un film. C'est vraiment une question de connexion. Et ce que je trouve génial là-dedans, c'est que justement, ces deux cerveaux qui se mélangent, comme tu dis, c'est pas juste les qualités l'un de l'autre, on va bien au-delà, et ça crée quelque chose qui peut être un foirage complet, soyons clairs. Hein. La collaboration avec les dessinateurs, on va peut-être aussi en parler, ça peut être très compliqué. C'est comme une relation de couple, ça peut être idyllique, comme ça peut être l'enfer. Des fois, on reste ensemble pour les enfants. Je connais des duos comme ça qui se détestaient et qui avançaient ensemble parce que la série marchait. C'est horrible. Mais il se passe un truc que moi je trouve vachement plus intéressant que c'est pour ça que j'écris pas de romans, je pense. Je me méfie de mes propres tics et je pense que je m'ennuierais moi-même de mon style assez vite. Alors qu'avec le dessin de quelqu'un d'autre, je suis dans une espèce d'émerveillement constant quand ça se passe bien, une fois de plus. Je sais pas ce que vous pensez de ces grandes saillies que je lance comme ça. On adore toujours tes saillies. Merci. Vous n'avez toujours pas de questions ? On vous berce bien au moins ? Non, mais c'est vrai que la collaboration, c'est peut-être plus difficile de faire un très bon album à deux que de le faire tout seul, finalement, parce qu'il faut qu'il y ait cette connexion dont tu parlais. Finalement, l'auteur complet, il a son idée, son obsession, il y va.
Et si c'est un bon auteur, ça fera un bon album. Après, sinon, on peut mettre deux bons auteurs. Si la connexion ne se fait pas entre eux, c'est un mauvais album à l'arrivée, quoi. Donc, c'est vrai, moi, t'avais fini, pardon. Je pense le contraire. Enfin, je pense vraiment que c'est beaucoup plus difficile de faire un très bon album seul, vraiment. Et après, c'est sûr, il faut que l'association se fasse bien. Moi, j'ai bossé avec j'en ai pas eu beaucoup, mais certaines dessinatrices, parce que pour l'instant, je n'ai bossé qu'avec des dessinatrices, faisaient exactement, mais presque, mot pour mot, et comment dire. Dans tout ce que je décrivais, elle faisait vraiment académiquement tout ce que j'avais écrit sur le scénario, et d'autres le transcendaient complètement. Et vraiment, je préfère qu'on me trahisse un peu et que ce soit mieux, plutôt qu'on suive, pas bêtement évidemment, mais un petit peu trop sagement ce que j'ai proposé. Et je pense vraiment que quand on est associé avec quelqu'un qui a son propre univers, qui l'apporte, et qu'on mélange les deux, ça peut être vraiment super. Ouais. Oui, moi, il m'est arrivé... sur la collaboration, je dirais que jeune auteur, par exemple, je n'aurais jamais osé envoyer des scénarios ou approcher des auteurs de bande dessinée qui étaient eux-mêmes scénaristes. Parce que j'estimais toujours qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de moi. Et j'ai complètement arrêté de penser comme ça avec le temps, en me rendant compte que certains d'entre eux, en fait, quand j'ai finalement osé le faire, et ça a été par exemple le cas avec Grégory Panaccione, avec qui j'ai fait Un océan d'amour, c'était un auteur qui avait déjà publié 3 livres tout seul, et ça m'a vraiment demandé énormément c'est une des grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est d'oser aller dire à Grégory Panaccione, est-ce que tu voudrais lire un de mes scénarios? Parce que pour moi, ça pouvait signifier... Bon, ce que tu écris, c'est pas terrible, tu dessines pas mal, mais je crois vraiment que tu as besoin d'aide. Et ce qui était complètement faux de mon point de vue, je trouvais ces bouquins super, ce qu'il avait fait avant, etc. Et donc, en fait, je n'aurais jamais fait donc, pendant des années, je n'ai pas fait cette démarche. Et Grégory a été premier à me sortir de ce truc-là en me répondant à un oui soupiré, en me disant mais tu peux pas t'imaginer comme je galère au scénar, pour moi c'est une douleur, c'est long, c'est pas là que je prends du plaisir, et ça me ferait une pause. Et j'ai encore envie de continuer à écrire mes propres histoires et tout, mais je monterais volontiers à bord d'un autre bateau. Et ensuite, quand il a lu le scénario, sa première réponse a été de dire « Alors là, par contre, je crois qu'il y a un énorme malentendu, je ne sais pas du tout dessiner ce truc-là. » Et là, ça m'a vraiment encore plus intéressé, parce que moi, j'étais complètement convaincu que, bien sûr que si, il était capable de le dessiner, mais lui, sa première réaction, ça a été de dire « Non, mais là, moi, je ne sais pas du tout faire ça, enfin, je ne sais pas ce qui t'a pris. » Et donc là, je me suis dit « Voilà, ça c'est super intéressant, là, je vais lui servir à quelque chose. » Et ensuite, ça m'a débloqué. J'ai refait ça avec Relum, par exemple. Relum qui faisait des trucs chez Fluide Glacial, notamment Andy et Gina, etc. Des trucs qui, moi, me mettaient par terre de rire, etc. Je suis complètement fan du travail de Relum, et je n'aurais jamais osé avoir la prétention d'aller lui envoyer un scénario comique en plus. Pour moi, c'était vraiment aller apprendre à un clown comment on fait rigoler. Et c'est parce qu'un éditeur lui a fait passer mon scénario que ça s'est fait comme ça, et qu'il a aimé un autre registre d'humour. En fait, ce qui lui plaisait, c'est que ce que j'ai écrit, ça n'est pas ce qu'il écrit. Mes conneries l'ont fait marrer, mais c'est pas du tout les mêmes que ce qu'il fait d'habitude dans Fluide Glacial, rien à voir. Donc j'ai fini par arrêter de penser qu'on ne pouvait pas travailler avec quelqu'un qui par ailleurs fait des scénarios. Je pense que c'est complètement différent, et que précisément on devient quelqu'un d'autre, on devient une entité. Lupano Panaccione, Lupano machin, truc. En fait, on devrait presque mettre un autre nom, parce qu'on devient quelqu'un. Et même moi, je deviens quelqu'un d'autre
Quand je sais que je travaille pour telle personne, je change d'état d'esprit, j'ai son trait en tête, je vois où est-ce que je vais pouvoir peut-être l'amener, etc. Et c'est ça qui est vraiment intéressant en fait. Je peux donner un contrepoint qui est assez un peu similaire, mais pour montrer des fois comment on peut peut-être passer à côté d'une occasion tout en réussissant un bouquin. Moi, je suis content du bouquin. J'ai eu ça avec Jason. Je ne sais pas si vous voyez le dessin de Jason, qui est un dessin extrêmement minimaliste, que certains vont appeler froid. Moi, je trouve que c'est juste ce qu'il faut de perfection. Et c'est de l'animalier, un peu comme ce que ferait du Lewis Trondheim, mais beaucoup plus minimaliste encore. Et j'étais un très, très, très grand fan de ces bouquins. Et puis un jour, j'aurais jamais osé lui proposer quoi que ce soit, mais vraiment jamais. Et j'apprends un jour, incidemment, qu'il aime bien une série que je fais avec Gwen de Bonneval, samedi et dimanche. Donc il me dit, je ferais bien un truc pour enfants, est-ce que tu veux me le scénariser? Alors je suis tout content, je dis d'accord, mais je ne peux pas empêcher de dire, non, mais pas pour enfants, avec ton dessin, il faut faire autre chose. Donc on a fait un livre qui s'appelle L'île aux 100 000 morts, ou peut-être, enfin ce que j'ai lu ça et là, moi j'adore le bouquin, je suis très content de ce qu'on a fait, mais peut-être que c'est presque trop comme du Jason. J'ai lu ça dans des critiques, des gens qui disent, tiens, en fait, je me suis coulé dans le moule, parce que justement j'ai voulu faire une espèce d'exercice de style, le style, et là je vais refaire le parallèle avec le couple, hein, mais comme certains couples, on veut être l'autre, quoi. On disparaît pour être au service de l'autre, ce qui est une expérience. Il peut y avoir des couples qui durent comme ça. Dans le cas présent, c'était un peu étonnant, parce qu'il y a des gens qui ont dit, c'est un album de Jason, quoi, normal. Moi je trouve que je suis très content de cet album, mais il n'y avait peut-être pas suffisamment ce défi que tu évoques. Et pour la petite histoire, c'est vraiment anecdotique, mais ça m'a fait marrer, parce que Jason, c'est un personnage qui ressemble à ce qu'il dessine, quoi. Il est impénétrable, il est comme ça, avec ses lunettes, il te regarde. Donc je n'avais pas trop su comment il avait apprécié notre collaboration. Puis j'ai lu une interview un jour, quelqu'un disait, alors, donc vous avez une fois bossé avec quelqu'un, scénariste? Oui, vous le referez? Plus jamais, non. Bon, mais il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas est-ce que c'était bien, pas bien. Donc j'ai pris note que c'est pas pour tout de suite. Mais peut-être parce que je ne l'ai pas assez poussé dans une autre direction. Ou peut-être qu'il a adoré, mais simplement il se rend compte que fondamentalement, il préfère, pour le coup, l'expérience de faire lui-même ses scénarios. Je tiens à dire qu'il n'y a jamais un dessinateur qui m'a contacté pour que je dessine à sa place. Enfin, voilà, non, ça se passe vraiment que voilà. Un scénariste peut demander à un scénariste qui dessine, mais bon, ça se fait pas dans le sens. D'ailleurs, dans l'écriture de scénario, alors je sais pas comment vous faites tous, mais techniquement, il y a plein de façons de le présenter. Voilà, ça c'est de la recette de cuisine à 2 balles, mais moi quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de comment on faisait, et donc je dessinais je sais pas du tout dessiner, donc je risquais même pas à faire des Monsieur Patate, je faisais juste les cases dans lesquelles je mettais les bulles, et je mettais sous les bulles la description des personnages et de ce qui se passait. Ça donnait à mes dessinateurs des planches blanches dans lesquelles à la limite ils n'avaient plus qu'à dessiner, et en leur disant toujours, non mais c'est toi le dessinateur, tu fais ce que tu veux, mais j'en avais besoin parce que comme je venais de l'audiovisuel, j'avais tendance à ne pas me rendre compte que le dialogue, disons au cinéma ou à la télévision, le dialogue c'est du temps, et en bande dessinée c'est de l'espace, et la bande dessinée on gère toujours de l'espace, tout le temps, on est contraint par l'espace, et j'écrivais beaucoup trop, et quand je me suis rendu compte que j'écrivais trop, il a fallu que je mette toutes ces bulles dans des pages pour savoir ce que je pouvais enlever, et j'ai enlevé la moitié de ce que j'écrivais systématiquement sur le premier album de Fantomas que j'avais écrit entièrement. Il y avait la moitié de texte en trop, et je m'en suis rendu compte parce que dès que j'ai commencé à envoyer les planches, c'était mais je peux pas le faire, c'est impossible, il y en a trop. Donc ça a été comme ça, mais maintenant j'écris beaucoup plus classiquement, un peu comme un scénario de film, si vous en avez vu, c'est page 1, case 1, description, dialogue, page 2, case 2. Mais il y a aussi des scénaristes qui dessinent, ils font un storyboard complet, et les dessinateurs aiment ça aussi. Pas tous. Et il y a aussi pas mal de scénaristes qui juste font des espèces de longs dialogues, et c'est aux dessinateurs de se démerder. Donc il n'y a pas d'école. Et je pense que ça dépend aussi des dessinateurs avec qui on travaille. Il y en a qui aiment bien être plus guidés que d'autres. Et moi, en tout cas, je découvre, parce que je pensais que tout le monde faisait comme moi, que plein de gens, je ne sais pas comment vous faites, mais il y a vraiment plein de façons d'écrire des scénarios de BD. Je suis un peu comme toi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de le faire, en fait. Et ça dépend vraiment du dessinateur à qui on a affaire. J'en connais beaucoup qui détestent les storyboards parce qu'ils se sentent très contraints, en fait. On a l'impression qu'on veut leur imposer une mise en scène, que finalement leurs idées à eux ne comptent pas, et que c'est comme ça, c'est pas autrement. Ce qui est faux en général, hein. On est très ouvert, mais eux, à partir du moment où ils voient le storyboard, ils ont du mal
peut-être à refaire autre chose derrière, où ils se disent que leurs idées seront moins bonnes. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils détestent qu'on leur propose une mise en scène trop appuyée, souvent, quoi. Je connais même un dessinateur qui déteste qu'on lui décrive la page. Enfin, il veut juste une petite description de page et les dialogues. Il veut pas qu'on lui fasse du case à case. C'est déjà trop pour lui, quoi. Alors, après, on a des scénaristes qui sont flemmards et qui font des petites descriptions au téléphone à leurs dessinateurs et après qu'ils leur disent bon, maintenant Coco, tu te débrouilles. Hein. Je vais citer sans le citer, mais c'était tellement drôle. J'aime bien dober sans donner de nom. Je me rappelle comme ça d'un scénariste qui avait envoyé à un ami dessinateur une séquence de 15 pages. Il y avait écrit 15 pages de poursuite en voiture. Qu'il a facturé 15 pages. Hein, je veux dire, et le dessinateur dit c'est quand même pas très loin d'être un peu du foutage de gueule. On s'en rapproche. Moi, c'est très très rare que j'écrive le case par case, hein, très très rare. Dans l'immense majorité des cas, je ne le fais pas, sauf si on me le demande, ce qui est arrivé, notamment des jeunes dessinateurs qui ont besoin de ça comme support. Mais alors si je le fais, je leur précise vraiment que c'est un squelette de base que je propose à la page, mais qui peut complètement en sortir si ça lui file d'autres idées. La plupart du temps, j'écris le page par page. Ça, j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de savoir où sont mes ruptures, mes pages de gauche, mes pages de droite, mes doubles pages éventuellement, où est-ce qu'on tourne pour passer à autre chose, etc. etc. Mais le contenu de chaque page en termes de voilà vraiment ce qu'on appelle le case par case, c'est rare que je le fasse. J'aime pas ça. J'ai l'impression d'empiéter dans l'univers technique du dessinateur. En revanche, puisque je pense ma page au moment où je l'écris, évidemment, je ne suis pas totalement malhonnête. Je propose une page que j'ai imaginée faisable. Donc, je l'ai quand même un petit peu imaginée. Et je pars du principe que ma version, elle transparaît un peu à l'écriture. Mais elle n'est pas écrite. Je ne dis pas case 1, case 2 et tout. Tu manipules le dessinateur. Bah, je dis, il apparaît une façon, à la façon dont était écrite ma page, il apparaît une façon à peu près logique de la faire en 8 cases, une façon possible de la faire en 8 cases, mais c'est pas du tout écrit. Et si tu veux en faire 12, il n'y a aucun souci, si ça te donne des idées. Mais au final, entre ce que tu as imaginé et ce que tu reçois, c'est souvent effectivement assez proche ou vraiment pas ? Maintenant, oui. Au début, et c'est là aussi que je vois que j'ai progressé, au début, j'étais beaucoup plus souvent confronté à des grosses différences entre ce que j'avais imaginé mais pour les mêmes raisons que toi. Hein. D'abord, au début, on en met trop, on n'a pas suffisamment maîtrisé notre narration, etc. Maintenant, avec le temps, souvent, ça tombe quand même super bien, et encore mieux quand j'écris pour des dessinateurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, parce que là encore, au moment où j'écris ma page, non seulement moi je vois comment elle pourrait être faite, mais en plus je vois comment elle pourrait être faite par lui, parce que je le connais. Et donc c'est souvent ça qui arrive comme par magie, tu vois. Et ça c'est parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble en gros. C'est un peu comme des mecs qui improvisent souvent ensemble en musique, ça finit par tomber bien, hasard, tu vois. C'est juste parce qu'on fait énormément de boulot ensemble. Peut-être expliquer aussi pourquoi c'est assez important pour nous, je crois. Alors moi j'ai eu 2 exceptions de travail de gens qui m'ont demandé des séquenciers dialogués, c'est-à-dire pas de pages, mais simplement une espèce de continuité dialoguée, on appellera ça comme ça, de personnes avec qui j'ai pas pu bosser au final, et c'est bien triste parce qu'il y avait Guarnido, déjà, oh dis donc la loose, et puis oui pas mal, et Frédéric Peters, ah dis donc pas mal la loose. Donc les deux ont voulu, ah bah là je les ai bien plantés. Non mais après ça s'est pas fait, mais voilà. Mais donc les deux, c'était marrant, les deux voulaient une continuité dialoguée pour pouvoir vraiment s'accaparer la mise en scène, parce que pour eux la mise en scène c'est de l'histoire, et pour eux c'est là la partie la plus intéressante. La majorité du temps on me demande quelque chose quand même un peu plus cadré, structuré. Il y a 2 grosses raisons à ça. Il y en a une, c'est quand même que souvent on va proposer à l'éditeur un livre avec un nombre de pages donné, quoi. Et c'est normal parce que le prix qu'on demande n'est pas le même. Si on fait un 46 pages classique, on est payé tant. Si on est, en gros, hein, le 46 pages, on sait à peu près. Si c'est 100 pages, on sait que c'est pas tout à fait la même chose. Si c'est 200, pas la même chose. Donc si j'arrive devant un éditeur en ne sachant pas du tout la pagination, ce qui m'aurait fait un peu peur avec les 2 auteurs dont je vous ai parlé, mais je crois que j'aurais pas eu de problème à le faire éditer. Il y a Peter qui voudrait faire un certain nombre de pages. Vendu. Il y a Guarnido qui pense que ça fera entre 20 et 600 pages. Vendu. Bon, mais c'est à peu près les seuls. C'est-à-dire, la plupart du temps, on va quand même vous dire, mais c'est un 46 pages, c'est un 80 pages, parce que le prix ne sera pas le même.
Donc il faut quand même qu'on se fasse une idée assez précise. Et l'autre raison que tu as évoquée, Wilfried, rapidement, c'est le moment de la tourne de page. Et ça, on va redire très vite fait, mais je pense que vous le savez déjà, c'est le seul moment où on peut établir un suspense en BD. Parce que, je le redis rapidement, désolé, là encore, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais sait-on jamais. Vous voyez bien que quand on lit une BD et qu'on tourne la page, souvent on a une vision d'ensemble des deux pages instantanée. Et si par exemple il y a une explosion de voiture et qu'elle est en bas à droite, on l'a déjà repérée à peine on a tourné la page parce qu'on voit que ça, il y a une explosion de voiture. Donc si le suspense au moment de tourner, c'est est-ce que ça va exploser la voiture et que je vois 2 pages après que c'est déjà le cas, je viens de gâcher 2 pages. Au moment où je tourne la page, en haut à gauche, là il peut y avoir une surprise. La voiture explose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on use et abuse en tant que scénariste, enfin moi en tout cas, des bas de page à droite où il y a le personnage en train de faire « Quoi ? Hein ? Milou ? Là ? Mais c'est énorme ! Une explosion de voiture dans la page suivante !» Si vous regardez les bandes dessinées de Fabien, je crois qu'il y a combien 2 explosions de voitures par BD au minimum. Ouais. Ça s'appelle l'école Van Damme. Moi j'essaie de faire du blé, hein, ça marche pour lui, moins pour moi, c'est pas... En général, et donc tu as complètement raison, on a besoin d'une pagination maîtrisée. Je le mentionne parce que c'est intéressant. Dans le cas de Panatchione, comme c'était un truc très atypique, un océan d'amour et que c'était muet, quand je l'avais écrit, je m'étais laissé aller pareil à faire une pagination. Et en fait, au moment où Panatchione m'a dit qu'il voulait bien lire le truc, j'ai rouvert mon document, parce que j'avais écrit 2 ans et quelques avant, et j'ai tout relu. Et comme je venais de relire ses bouquins et que je voyais que lui, il avait cette narration très particulière où il est tout le temps en temps réel, il fait des petites cases, il suit un personnage, il ne le lâche jamais, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui imposer, moi, mon propre rythme narratif sur un projet où justement, on va pouvoir... de toute façon, c'est du roman graphique assez épais, je le sais. Donc en fait, j'ai dépaginé mon texte pour lui envoyer une sorte de nouvelle muette. Donc il a reçu juste un texte, un long texte, sans aucune notion de durée. Mais sauf que moi, je sais que moi j'avais fait une première version qui faisait 115 ou 120 pages avec Panatchione, on a fait 225. Donc voilà, mais j'ai pas voulu le polluer avec ça, par exemple. J'ai voulu lui laisser la bride. Et soit en passant, parce que je disais, il n'y a que quand c'est Peter Suguarnido qu'on va vous dire vas-y, on ne sait pas la pagination, c'est pas vrai en fait. C'est ce qui explique un peu, mais c'est très ambigu, l'utilisation actuellement des forfaits pour les bouquins. On est passé du prix de page qui était la norme d'une époque, vous êtes payé tant par page et on savait très bien comparer et négocier ça, à un truc du style, tu sais quoi, tu as la liberté de faire le bouquin que tu veux. Simplement, voilà la somme qui t'est donnée. C'est un forfait de temps. Tu fais 100 pages, tu fais 200 pages, c'est toi qui vois, tu seras payé pareil. À certains égards, artistiquement parlant, c'est complètement compréhensible et ça peut parfois ouvrir des perspectives super intéressantes. Le risque de ça, c'est qu'on a vu à quel point ça avait finalement poussé vers le forfait et abandonné le prix de page et qu'une fois que ça s'est imposé comme le forfait étant un peu l'habitude générale, une fois qu'on a eu imposé ça, le forfait bizarrement a commencé à diminuer doucement. Et on se retrouve avec des forfaits aberrants du style 5 000 € pour 200 pages, c'est-à-dire 5 000 € pour peut-être 1 à 2 ans de boulot, sauf à aller très 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 vite. Sauf que les lecteurs ont quand même envie aussi d'un type de dessin qui n'est peut-être pas simplement jeté très très rapidement. Donc voilà, pour dire qu'il y avait une explication aussi à ce passage vers le forfait pour ça, pour pouvoir se permettre de ne pas être contraint par le format 46 pages, qui était de fait qui reste un format extrêmement difficile, hyper exigeant. C'est une très bonne expérience, hein, cela dit, de faire tenir quelque chose en 46 pages. Mais c'est vraiment, vraiment hyper dur. Moi, je trouve ça hyper dur, je continue à en faire. Mais alors pour le coup, moi, c'est marrant ce que j'aimerais pouvoir dire avec la maturité. Je fais beaucoup moins de dialogue et tout. Non, je fais chier tous mes dessinateurs avec des trucs hyper verbeux tout le temps. Peut-être en rapport avec mon caractère légèrement verbeux tout le temps. C'est vrai que par exemple sur Elle Froide, quand tu pars sur une biographie d'un mec, tu vas voir l'éditeur et tu dis je pense que ce sera entre 150 et 300 pages, mais j'en sais rien. Il se trouve que ça a été 280 pages. Là, l'avantage, c'est qu'on avait déjà fait un album ensemble et qu'il voyait qu'on fonctionnait bien. Mais arriver juste comme ça, le nez en l'air en disant ça rassure pas. Et en général, ça fait baisser les prix. Donc c'est comme tu dis, quoi, à la fois ça donne une grande liberté et à la fois si t'es personne ou si ton projet il est pas super maîtrisé ou super compréhensible par l'éditeur, il va vraiment te payer que dalle.
Non mais c'est vrai, enfin, ils osent des trucs, ils se disent tiens on va voir s'il accepte, et il y a des gens qui acceptent de s'enchaîner à leur table à dessin ou à leur table à scénario. C'est un métier passion, ouais. Et d'ailleurs, je reviens sur ce détail-là, c'est vraiment... Aujourd'hui on entend beaucoup à raison, hein, de gens qui se plaignent des conditions de travail, d'être auteur de BD, c'est compliqué, on a du mal à joindre les deux bouts et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai. Il ne va pas y avoir de miracle pour la plupart d'entre nous. C'est super dur de joindre les deux bouts. Et si vous commencez à vous lancer dans la BD sans avoir un autre boulot, vous avez vraiment intérêt à être rentier, en fait. Parce que c'est long, c'est incertain. C'est la fin de l'année de la BD, je crois. C'est le glas. C'était la demi-heure de la BD, finalement, ils n'avaient pas les moyens. Je veux juste préciser quelques chiffres, puisque tu parles des difficultés à vivre de la BD. Il y a eu une grande enquête des états généraux de la bande dessinée en 2015 qui a montré que la moitié des auteurs et des autrices gagnaient moins que le SMIC, et qu'il y avait même 33 ou 36%, je ne sais plus, des auteurs qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. Et pour les femmes, c'est pire, c'est la moitié qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment très 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 dur de vivre actuellement de la bande dessinée. Alors c'est peut-être un peu moins dur pour les scénaristes que pour les dessinateurs, puisqu'on peut... Je ne suis pas du tout d'accord. J'ai dit peut-être. Hein. En tout cas, dans l'enquête, les scénaristes gagnaient un peu mieux leur vie que les dessinateurs, parce que... Statistiquement, voilà. Parce que multiplication des projets... c'est plus facile d'avoir un boulot à côté, justement, peut-être pour un scénariste que pour un dessinateur. Pour des tas de raisons, en tout cas, c'est un peu plus facile, en général, pour les scénaristes, mais ça reste vraiment très, très, très dur pour tout le monde, quoi. Alors. Pardon, parce que je voulais rebondir, mais parce que c'est lié sur l'histoire du format que tu viens d'évoquer. Ça me paraît vraiment un sujet hyper important sur lequel il ne faut pas qu'on passe trop vite. L'apparition, enfin le boom du roman graphique, du one-shot assez épais, payé au forfait, c'est une sorte de drogue dure, hein, qui est proposée aux auteurs. C'est méga kiffant, mais c'est un piège absolu. Pour les raisons qu'on a évoquées de rentabilité, enfin du niveau de vie, parce que c'est en gros, on te dit si tu veux faire 200 pages de plus, fais-les, tu toucheras pas un rond de plus. Donc c'est à toi de voir à quel point tu veux t'avilir économiquement parlant pour le rendu que tu veux, pour la passion, pour ce fameux métier passion. Mais ça a aussi un autre effet pernicieux, c'est de nous éloigner d'une des plus belles contraintes de notre média, qui étaient ces formats courts, qui sont un gage d'excellence, mais complètement dingue. Un 46 pages. Enfin, moi, combien de fois j'ai relu des scénarios de Goscinny en me disant, mais il y avait vraiment tout ça dans 46 pages. Astérix est allé aussi loin, il a fait autant de trucs et il est revenu en 46 pages. Mais moi, je suis incapable de raconter ça. Et depuis, ça m'obsède un peu. Je me rends compte que c'est un truc qui me passionne, ces formats serrés. Mais comme on a eu dans la musique à un moment donné où tu étais obligé de faire 3 minutes avec le refrain qui arrive au bout de 30 secondes si tu veux faire un passage radio, etc. Et si tu veux faire une grande symphonie, un morceau pop qui dure 28 minutes, libre à toi, mais tu ne passeras jamais... voilà. Ça ressemble à quelqu'un qui veut reprendre Astérix, ce que tu es en train de dire là. Non, pour rien au monde. Mais par contre, ces formats-là, ouais, me passionnent. Je veux revenir vers ça. Et je vois aussi ce qu'il y a de super kiffant, mais aussi de facile à rajouter toujours plus de pages à nos récits. Tous les métiers de la narration, tous les autres métiers de la narration ont ce type de contraintes. En série, tu ne sortiras pas du format. Au cinéma, si tu veux faire un film de 8 heures, on te dira non. Et pour de bonnes raisons, c'est que souvent, tu n'avais pas besoin de 8 heures pour le faire. Et nous, en bande dessinée, forcément, les éditeurs nous laissent faire parce qu'ils ne nous les payent pas, les pages en plus. Mais souvent, on aurait pu s'en passer. Voilà. On a tendance aujourd'hui, enfin, je sais pas, vous avez tous remarqué, hein, que les livres sont de plus en plus gros sur les tables. C'est pas pour autant qu'ils sont de mieux en mieux. Voilà. Après, avant les bandes je sors un livre qui fait bientôt 300 pages. Je m'empresse de le dire je m'empresse de le dire parce que je veux pas, je fais moi-même ce truc-là. Mais c'est une tentation parfois. On se dit, est-ce qu'il faut pas y résister? Voilà. Peut-être que les BD aussi de 46 pages étaient beaucoup plus bavardes et que maintenant, dès que c'est trop dialogué sur une page, on a l'impression que c'est chargé, que c'est lourd.
les gens ont tendance à poser le livre parce qu'il y aura trop de dialogue, alors que si... Je crois pas que ce soit systématiquement ça. Je sais pas, mais... Je crois que c'est vraiment une contrainte à laquelle il faut essayer de se plier. Il faut essayer de faire un bon album malgré cette contrainte. Oui, alors c'est très difficile, ouais. mais bon, la bande dessinée, c'est beaucoup l'art de l'ellipse aussi. Quel est le temps qui s'écoule entre deux cases? C'est un peu le temps qu'on veut. On n'est pas obligé de montrer toute l'action. C'est à nous de choisir un peu ce qu'on montre pas, et à faire tout tenir en 46 pages. C'est vrai que j'ai fait énormément d'albums dans ce format-là, parce que j'adore ça. J'adore cette contrainte, j'adore le fait de devoir choisir absolument ce que je dois raconter, de n'avoir aucune place pour le délayage, donc d'aller droit au but, de voir vraiment à chaque page, quasiment à chaque case, me dire mais qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce qui est sous-entendu, qu'est-ce que le lecteur doit comprendre, qu'est-ce que je lui montre, je ne lui montre pas. Et moi j'adore ça, quoi. Et c'est vrai que je fais aussi des albums plus longs, je crois que mon plus long fait 120 pages, et sans cette contrainte-là, tendance au délayage quand même, à la facilité. Allez, je m'écoute un peu parler, je m'écoute un peu raconter, je fais cette scène-là parce qu'elle me fait kiffer, mais est-ce qu'elle était vraiment nécessaire, est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose à l'album? Oui, c'est à voir, quoi. Mais c'est vrai que c'est un très bon exercice, ce 46 pages, c'est vraiment quelque chose de très dur, donc de très excitant pour ça aussi, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est des vrais casse-têtes, mais c'est super intéressant à faire. Moi, je voulais revenir du coup sur le truc des dessinateurs et des scénaristes, où on dit souvent que c'est beaucoup plus, par exemple, que c'est beaucoup plus rapide d'écrire un scénario que de dessiner un album. Ça n'est absolument pas vrai. Ça dépend de chacun. Ça dépend vraiment du dessinateur et du scénariste. Moi, je suis hyper laborieuse. Je peux. Et ça veut pas dire que. En plus, ça veut pas dire que celui qui est lent est meilleur ou moins bon, ou que le dessinateur qui prend du temps est meilleur ou moins bon. Ça n'a absolument rien à voir. Et en fait, c'est juste la manière de travailler de chacun. Donc, c'est vrai que quand on lit une page de scénario, on se dit ah bah c'est super rapide à écrire, quoi. Mais en fait, on a tendance presque à nous prendre pour des dactylos. Mais en fait, on n'est pas juste à écrire la page. On a aussi réfléchi à tout un... C'est-à-dire qu'écrire une page, c'est penser à l'ensemble à chaque fois. Changer un truc... On est déjà content quand on en est à l'écrire. Oui, déjà. Déjà. Ce que tu es en train de dire, c'est ça. C'est que d'abord, la plus grosse partie de nos boulots, c'est ce qui vient avant le moment où on est capable de se dire ok, j'ai une scène. C'est d'abord la gestation, en fait. C'est ça qui prend du temps. Absolument. Déjà, en fait, avant de commencer à écrire un scénario, on peut passer plusieurs mois à écrire un synopsis, à penser à une histoire, avant même de la découper, d'imaginer comment, combien de pages elle va faire et tout ça. Et à la fin du synopsis, c'est bien justement d'avoir une idée de combien de pages elle fera, etc. Mais en plus, on peut réécrire plusieurs fois l'histoire. Certaines personnes écrivent une version de leur scénario et c'est super, et tant mieux. Parfois, ils écrivent une version de leur scénario et c'est pas super, mais ils restent là quand même. Et d'autres écrivent une version, c'est pas très bien, et ils en font 2, 3. On s'arrête souvent à 3 parce qu'on est vraiment trop mal payé pour continuer plus loin. Mais on a besoin, et souvent on a besoin aussi de passer quelques temps sans travailler dessus, d'attendre parfois 6 mois pour ressortir cette histoire et de se dire ah oui, ça y est, je sais comment je veux vraiment la raconter. Mais il nous faut du temps. Il faut vraiment du temps, et c'est à chaque fois petite couche par petite couche. Et voilà, moi je peux parfois passer des années, alors pas 8 heures par jour à écrire la même histoire, mais ça prend du temps. Et pendant ce temps, je sais que j'ai travaillé avec des dessinateurs qui pouvaient... Il y a des dessinateurs qui peuvent dessiner une planche par jour, et d'autres qui peuvent faire 5 planches par mois. Mais on ne dira jamais c'est plus rapide c'est plus long de dessiner ou c'est plus rapide de dessiner. Non, on ne juge pas en fait leur travail sur leur temps de travail, alors que nous, je ne sais pas pourquoi, on a décidé que c'était plus rapide à faire. Et franchement, ça me saoule. Surtout qu'en plus, nous, ce travail de gestation ne nous est pas payé. Enfin, le dessinateur est payé quand il dessine sa planche, c'est normalement. Et nous, le travail de gestation, le travail de préparation des projets, on le fait un peu dans le vide, en fait. On ne sait pas si on trouvera un dessinateur, on ne sait pas si on trouvera un éditeur. Si oui, dans combien de temps. Moi, j'ai des projets qui sont restés 5-7 ans dans mes tiroirs avant de trouver la bonne personne pour le faire. Je ne l'ai pas travaillé pendant 7 ans en continu, mais il y a toute une espèce de charge mentale comme ça, enfin je ne sais pas comment l'appeler, mais du scénariste qui fait tout
tous en amont, finalement, totalement dans le vide, quoi. Et souvent pour rien, oui. C'est ça, c'est toujours risqué. Et en plus, il y a la frustration du projet qui n'aboutit pas, en plus. Alors là, pour le coup, je suis hyper intéressé parce que je faisais partie de ces cons qui n'arrêtent pas d'effermer. C'est vachement plus court de faire un scénario en moyenne. Après, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je réalise en fait quand même que oui, il y a tout un travail que j'ai pris l'habitude de ne pas comptabiliser inconsciemment dans ce temps de travail. C'est-à-dire que je pars du principe que ce que j'appelle temps de travail, c'est le temps passé dans mon ordinateur à écrire le scénario en tant que tel, et que la partie d'avant, je la considère comme une espèce de rêverie utile, travail patient, décidément. Quelque part que j'ai décidé de ne pas complètement intégrer dedans. Dans les faits, pour un 46 pages, je dirais qu'en moyenne, je le fais plus rapidement que le dessinateur si on parle d'un type de dessin franco-belge classique. Ce qui m'avait amené, alors là je vais jusqu'au bout de cette réflexion-là, à une réflexion sur le pourcentage de droits d'auteur sur l'album, parce qu'il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, et on pourrait avoir des différents du coup, parce que pour moi, cette question elle est vachement liée au temps de travail. Donc je vais juste aller au bout de ma logique en sachant que du coup, je suis très intéressé par tes arguments qui viennent un peu les percuter. En gros, il y a 2 écoles de droits d'auteur, je vais le dire très très vite. En tout cas, il y en avait surtout 2, une en France, une en Belgique. Quand je travaillais en Belgique, on me disait le dessinateur il fait le plus gros du boulot, donc il aura à peu près 70 ou 60% des droits d'auteur, et toi le reste au moment de la vente de l'album. En France, on va dire plutôt c'est 50-50, parce que finalement, une fois que l'album est sorti, qu'on a payé différemment les pages de l'un et de l'autre, on a payé plus le dessinateur qui logiquement, non pas logiquement, statistiquement passe plus de temps dessus, un peu moins le dessinateur. Au moment de la fabrication, chacun a été payé son temps de travail. Puis en termes de pourcentage de droits d'auteur, comme le dira un lecteur, il dit moi j'achète une BD et pour le dessin et pour le scénario, donc ça s'équilibre, chacun 50-50. J'avais plutôt tendance à penser ça, moi en me disant c'est vrai qu'une fois que le travail est fait, 50-50 c'est très bien. Là où j'ai un peu modifié ma façon d'envisager les choses, c'est quand j'ai intégré là-dedans ce que j'appelle le facteur chance. Je parle souvent un peu du même exemple, c'est la série Papa, faite par Uderzo, Goscinny, 2 génies de la bande dessinée, qui ne marche pas. Ils font Astérix, ça cartonne. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est des génies, il y en a un ça marche, il y en a un ça... Bon bref. Donc il y a une part de bol. Et si on garde en tête ma vision de la chose, et je suis d'accord avec toi que c'est peut-être un peu rapide, mais si on garde en tête qu'on passe moins de temps à faire un scénario et qu'il y a une part de chance à faire un succès, moi j'ai quand même eu l'impression que quand je faisais par exemple, disons 4 scénarios dans l'année, le dessinateur il bossait lui que sur une série, et ben moi j'ai 4 tickets de loto, lui il en a qu'un. Et si c'est une série en plus, c'est même pas une année, c'est 3 ans souvent pour lancer la série. Je vais prendre 2 exemples. C'est IAN que j'ai fait avec Ralph Meyer. Donc Ralph Meyer qui n'est pas la moitié d'un con, qui fait maintenant Undertaker, qui cartonne. Donc on va dire le talent c'est bon, quoi. Il l'a. Au même moment, quasiment, je lance seul avec Gazzotti. IAN se plante, seul marche. J'étais la même personne, donc je ne suis pas plus intelligent, moins intelligent. C'est 2 projets, il y en a un qui ne marche pas l'autre. Ralph Meyer a accordé à cette série 3-4 ans de sa vie sur un ticket de loto qui n'a pas marché. De l'autre côté, moi j'avais IAN, j'avais 2 autres séries, il y en a une qui a marché, il y en a une qui me fait gagner ma vie encore maintenant. Donc dans ce sens-là, j'ai fini par intégrer dans mon droit d'auteur d'être un peu moins payé que le dessinateur en termes de proportion, jusqu'à un palier qu'on peut discuter avec le dessinateur où on se dit, bon, à partir de tant de ventes, on peut estimer que oui, tout le monde le risque a été encaissé. Ça peut être 50 000, ça peut être 100 000, ça peut être 200 000, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Souvent, c'est très symbolique parce qu'on ne les atteint pas. Hein, mais c'est une manière de se dire, est-ce qu'on est d'accord avec ça, où je serais payé 30 et lui 70 ? Il y a des scénaristes, des dessinateurs qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était basé sur la notion de temps de travail passé dessus et la notion de chance de succès qui, là encore, à mes yeux, est une des conditions du succès. Il faut, sine qua non, du talent. Je crois assez peu aux gens qui font des méga cartons avec de la merde. C'est quand même assez rare. Ça peut être poussé par le marketing, mais bon, quand même. Mais il faut aussi de la chance. Et dans ce sens-là, je trouve que les dessinateurs prennent, quand ils travaillent plus longtemps que les scénaristes, un plus gros risque, je trouve, que les scénaristes. On peut en débattre. C'est une explication qui me plaît. Ah oui, d'accord. mais inversement, je suis d'accord avec toi qu'il y a des fois où j'ai passé beaucoup plus de temps sur le scénario. J'ai pas été payé plus, ça c'est clair. Ouais, moi, je vois ce que tu veux dire, mais j'ajouterais quand même deux, trois éléments. En fait, moi, j'ai l'impression que dès qu'on essaie... Et je vois bien en quoi c'est tentant, parce que de toute façon, on a toujours mesuré le rapport à l'argent dans le travail autant. C'est en train de complètement voler en éclats en ce début de 21e siècle dans plein de corps de métier, et je pense qu'on ne va pas y échapper, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, mais là tu disais il y a des dessinateurs qui font une planche par jour et d'autres qui font 5 planches par mois.
Mais il y a des dessinateurs qui font 10 planches par jour. Tu as même pas accéléré le truc assez fort. Il n'y a aucun rapport entre le temps passé sur un livre et l'argent qu'il va peut-être rapporter par ailleurs. Si c'était le cas, ça se saurait. Et donc, en fait, nous, en tant que scénaristes, je pense qu'on ne peut pas... Et comme c'est vrai que statistiquement, c'est totalement inattaquable, que la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, le dessin, c'est beaucoup plus laborieux, c'est beaucoup plus... mais c'est aussi parce que c'est du temps de travail qui est comptabilisable. Le dessinateur, on le voit aller sur sa planche à telle heure et reposer son stylo à telle heure. Nous, le temps qu'on a passé à avoir cette putain de bonne idée qui va peut-être nous assurer nos revenus pour les 15 prochaines années, personne n'est capable de savoir combien de temps on a passé pour l'avoir, quel état d'esprit il a fallu développer pour l'avoir, d'où elle nous vient, de quel héritage culturel, d'où tout ça est sorti. C'est un peu plop, 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 le tour de magie quand ça nous arrive. L'exemple que tu donnais, Papa Astérix, je l'ai vécu personnellement avec Paul Coé, le co-auteur des Vieux Fourneaux. Avant Les Vieux Fourneaux, qui est une série qui a changé notre vie en termes de revenus économiques, de succès, etc. On a fait un projet ensemble qui s'appelle L'Honneur des Tsarom, avec un enthousiasme énorme. On était à fond, on s'est lancé là-dedans archi convaincu, l'éditeur était archi convaincu, il y avait d'ailleurs plusieurs éditeurs qui voulaient le projet, etc. On s'est banané, on en a vendu 1500 ou quelque chose comme ça. On n'en a pas déduit qu'il fallait... Lui, il n'en a pas déduit que j'étais à chier comme scénariste, j'en ai pas déduit qu'il était à chier comme dessinateur. Personne n'a dit c'est la faute de l'autre, etc. On s'est rassis à une table, on a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a mis un nouveau projet en route, ça a pété aux étoiles tout à coup, et comme tu dis, oui, il y a une part de chance là-dedans, mais pas que de la chance. Et par contre, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, il y a pas mal de premiers albums qui se vendent parce qu'un dessinateur arrive et que ça fait bang complètement et que ça époustoufle du monde. On sait très bien que 6 albums plus tard, s'il reste des lecteurs, c'est certainement pas parce que le dessin époustoufle et que voilà, tout le monde sait très bien que si les gens ils achètent les tomes suivants, c'est parce que ça continue à les éclater d'un point de vue de l'histoire qu'on raconte. Donc les notions de temps passé, moi je dis soyons prudents sur tout ça parce que c'est aussi énormément d'opacité. Voilà. Ouais, il y a un truc... En fait, le temps de travail, justement, je trouve que mesurer, comme tu dis, c'est inquantifiable le temps de travail d'un scénariste, et je pense que c'est une erreur parce qu'on n'est pas là en train de fabriquer des bagnoles, on fabrique de la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, en réalité, on ne se rend pas trop compte quand on fait de la petite BD comme ça, c'est la chose qui a le plus de valeur au monde. Plus que l'or, plus que le platine. La propriété intellectuelle, c'est les brevets. La propriété intellectuelle, c'est inventer Iron Man. Et c'est potentiellement des mines d'or dans lesquelles on peut creuser pendant des années et enrichir des centaines et des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Quand je parle d'Iron Man, c'est pas un exemple au hasard. Harry Potter, c'est pareil. Et en réalité, il y a toujours ce potentiel de mine d'or dans les idées qu'on a. Et les mesurer en temps de travail, ça me paraît pas juste. Et je pense que dans l'industrie, le gars qui a inventé, je sais pas quoi, le brevet de la souris d'ordinateur, il n'a pas été payé en temps de travail. Enfin, la souris de l'ordinateur, c'est quelque chose qui a dû lui rapporter des sous pendant très très longtemps après. Donc c'est très compliqué de faire valoir ça parce qu'effectivement, la bande dessinée, c'est une économie qui est fragile au niveau de l'album, pas au niveau de l'éditeur. Mais un album, il peut ne rien faire du tout. Mais n'empêche que ça peut être exactement l'inverse. Et ça peut... Voilà, Astérix, c'est un très bon exemple. Ça a combien, 60 ans, 70 ans? Et encore aujourd'hui, ça enrichit des centaines de personnes. Et bientôt Wilfried. Et bientôt Wilfried, ouais. C'est quand même vraiment bien le 46 pages. Et pour ce dont tu parlais, pour le facteur chance, que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette idée, c'est vrai si un scénariste est capable d'avoir 4 bonnes idées dans l'année. Ah mais je ne savais pas. C'est pas forcément le cas. Moi, c'est jamais mon cas. Je pense que si j'ai une bonne idée, c'est-à-dire une idée qui va vraiment m'exciter, en fait, me donner vraiment envie de passer des mois dessus, bah, j'en ai une par an, et encore quand j'ai de la chance, quoi. Enfin, voilà. Alors peut-être que ça vient petit à petit, peut-être que
petit à petit, soit je serais moins exigeante avec mes idées, soit j'en aurais plus, je ne sais pas. Tu serais une vraie professionnelle alors. Voilà, je deviendrais peut-être une vraie professionnelle de la BD. Oui, voilà, mais en attendant, vraiment, j'arrive à avoir envie d'écrire. Donc, boire de l'alcool, coucher, baisser son niveau d'exigence pour vendre plus. Qu'est-ce qu'on avait Il y a aussi la phrase de Coluche qui disait que... de la chance. Ouais, c'est ça. C'est Coluche qui disait que dans nos métiers, ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle. C'est pas fou. Oui, une question. Non. 90% passent à la poubelle même. C'est qu'il y a des tonnes d'idées qui nous viennent, qui me viennent en tout cas, je pense que c'est pareil pour les autres, et on en élimine facilement les 3/4, 90% pour des raisons X ou Y, parce que 2 heures après ça nous intéresse plus, ou le lendemain ça nous intéresse plus. L'idée qui reste, qui nous trotte dans la tête suffisamment longtemps pour qu'on commence à y consacrer du temps, à y penser vraiment, à faire des recherches documentaires, ou à commencer à bâtir un synopsis, à revenir dessus, à ne pas le laisser tomber, même les mauvais jours, même les jours où on n'a pas envie, etc. Il y en a quand même pas tant que ça au final. Il faudrait qu'on fasse passer le micro aussi, si j'ai bien compris. Donc on gardera celui-là. Moi, je vais devoir filer, mais juste un truc pour dire. Bon, moi, c'est loin d'être le cas. Il y a plein d'idées. Il y en a même qui datent de 25 ans, 30 ans, que j'ai toujours pas placées. Ça me fait vraiment chier parce que je les trouve super, mais il y a un truc qui prend pas. Il y a aussi plein d'idées où, malheureusement, je me dis c'est la bonne idée. Bim, elle sort au même moment à Hollywood, genre, et tu dis bon, bah, ah merde. Iron Man. Mais ce qui se passe, c'est qu'on parle souvent, à une époque, on parlait de la noosphère, ce truc où il y a des idées qui planent et quelque part, elles sont en l'air du temps. Et c'est normal parce qu'on voit les mêmes livres, on voit les mêmes films, et tout se recoupe d'une certaine manière. Tout le monde a vu Harry Potter, tout le monde a vu Matrix. Ça crée des hybridations. Sauf que ceux qui iront. Pas con. C'est moi qui viens d'avoir cette idée. Mince, trop tard. Ce qui se passe, c'est que là, il y a une prime à ceux qui ont les bons réseaux et les bons leviers rapides. Quand tu es un débutant, c'est très fréquent qu'on ait la même idée que machin qui est en train de la faire à Hollywood ou machin qui est en train de la faire en BD. Et là, il faut être patient en se disant d'ici 5, 10 ans, je serai, pas aux commandes, mais je serai beaucoup plus proche de pouvoir en 2 ans rendre cette idée crédible et la faire passer. Là où quand tu débutes, t'en as plein des comme ça. Et moi, j'en ai vraiment, honnêtement, il y en a une dizaine que j'ai vu tomber au fur et à mesure, en me disant ah mince, ils l'ont fait. Ah zut, ils l'ont fait. Ah mince. Bon, et en même temps, ça me fait du stock dans les tiroirs, enfin, un peu d'espace dans les tiroirs, parce qu'il y en a plein que je ferai jamais, quoi. Je vous laisse. Merci de m'avoir supporté. Ouais, je voulais juste rajouter que moi j'ai l'impression avec le temps que on fait passer ça. J'ai l'impression que une très très grosse partie du travail, à mesure qu'on a déjà écrit des scénarios, c'est pas tant de voir quelle histoire on devrait écrire que de voir toutes celles qu'on serait bien inspiré de ne pas écrire. J'ai l'impression de passer beaucoup de temps à éliminer du monde dans le flot des idées qui arrivent. Mais pour ça, il faut aller se la coltiner un peu. Donc il faut commencer à l'ouvrir, à la déplier, à regarder un peu dans le moteur, voir s'il n'y a pas déjà des trucs que tu as développés dans les autres scénarios que tu avais fait avant, et ça t'apparaît pas toujours tout de suite parce que t'es pas la bonne personne pour ça en fait. Parfois c'est en racontant cette idée à ton entourage qu'ils vont me dire mais t'es pas un peu en train de nous revendre le même truc. Bref, en fait, il faut s'approcher de l'idée séduisante, tourner un peu autour, la laisser macérer un peu, etc., pour voir si elle survit. Et dans l'immense majorité des cas, comme disait Valérie, la réponse est non. Elle ne survit pas et il faut accepter de s'en débarrasser. Même si tu lui trouves des côtés séduisants, etc., avec le temps, souvent, il faut arriver à être beaucoup plus exigeant que ça envers toi-même. Et j'ai l'impression, moi, que ça s'aggrave quand ton tas de livres personnels s'aggrave à mesure, tu vois.
Désolé, je reviens à la charge. Juste pour Wilfried, tu as parlé de l'honneur des Tsarom et des vieux fourneaux, et tu as dit que vous êtes remis à travailler ensemble. Justement, là pour le coup, comment vous avez analysé l'échec du premier, puisque tu disais que ça a été, que l'éditeur y croyait, que vous y croyez, que vous avez pris du plaisir à le faire, et du coup les 1500 exemplaires vendus, ce qui est déjà quand même 1500 lecteurs c'est pas négligeable, mais quand même, comment vous avez analysé justement, en reprenant des éditeurs, en reprenant les mêmes auteurs, le succès des vieux fourneaux, et tu mets ça, vous parliez de la chance les uns les autres, vous parliez de tout un tas de facteurs qui ne sont pas justement dans les mains des gens, des auteurs. Donc qu'est-ce que vous avez pu en faire comme bilan? Et voilà, merci. En fait, moi aujourd'hui je continue à trouver que l'honneur des Tsarom c'est une super série. On est très fiers de Paul aussi d'ailleurs. Elle vient de ressortir là d'ailleurs en intégrale, on est très content de ça. On aime beaucoup cette série. Pour autant, avec le recul, je vois bien ce qui lui manque comme atout pour devenir un gros succès. C'est un kiff qu'on s'est fait dans le concept même de l'histoire. C'est un délire un peu, c'est très référencé comme humour. Pour faire court, c'est l'histoire d'une famille de gitans dans l'espace, quand même, l'honneur des Tsarom. On a voulu mélanger les univers de Kusturica et de George Lucas. On a fait du Kusturukas. Voilà. Et ça nous fait vachement marrer. Et en fait, je pense que c'est assez fun. Et d'ailleurs, peu de gens l'ont lu, mais on a d'assez bonnes critiques de la part de ceux qui l'ont lu. C'est un bouquin qui est, franchement, c'est plutôt cool. Nous, on est content d'avoir fait ça. Mais on s'est rendu compte, une fois que c'était fini, qu'on avait fait un pur divertissement pour gens qui ont des références, les mêmes que nous, et que dans ce cadre-là, on a fait du super taf. Mais on s'est dit, au fond, où est-ce qu'on est, nous, là-dedans, Paul et moi? On s'est posé cette question. On s'est dit, où est-ce qu'on est, nous, là-dedans? Et donc, on s'est donné 3 semaines de réflexion. On s'est dit, dans 3 semaines, on se refout autour de cette table et on se dit, de quoi tu as envie de parler, au fond, profondément, dans le prochain truc que tu vas faire et qui va te prendre 3 ans de ta vie ou 4 ans de ta vie à dessiner. Parce que ta vie n'est pas si longue. Donc, en fait, qu'est-ce que tu vas mettre de toi dans la prochaine série qui fait que c'est vraiment ce qui va te faire te lever le matin, etc. et taper dedans sans jamais te poser de questions. Moi, 3 semaines après, je suis venu en disant je suis absolument certain de ce que je veux parler, de ce dont je veux parler. Je veux parler de la notion de transmission, du monde qu'on laisse au suivant, au regard que peut porter une jeune génération sur les plus anciens. J'étais venu avec un truc très intellectualisé comme ça, tu vois. Et j'ai dit à Paul, vas-y, parle le premier. Et Paul, il m'a regardé, il m'a dit, moi, j'aimerais parler de ma grand-mère. Et en fait, c'était très étonnant, parce que tout à coup, c'était le même sujet. Et voilà, c'était fait. On a discuté 1 heure ou 2. Je suis rentré chez moi. J'étais comme un fou. J'ai oublié la grand-mère, j'ai mis 3 grands-pères. Moi, Ah non, ça commence par l'enterrement de la grand-mère, en fait. Non, mais bien sûr que non. C'est parce qu'en fait, c'est le personnage, voilà. Et bien sûr, on a structuré ça autour de l'enterrement de la grand-mère. Parce qu'il m'avait parlé de, je suis bête, il m'avait parlé de ça. Et mais voilà, mais c'était parti. Et là, on n'avait aucun doute sur ce qu'il y avait de nous, sur le côté universel, sur ce qui pouvait toucher les gens. Mais après, quand tu viens de prendre une banane comme on vient de prendre, tu vois, tu te dis pas je viens d'écrire un grand succès, pas du tout. Nous, le succès des vieux fourneaux, ça nous a complètement étonnés. On n'avait pas du tout l'impression de tenir là quelque chose. Mais au moment où tu le fais, tu doutes pas. Tu vois, tu sais exactement ce que tu es en train de raconter, tu te sens en phase avec ton truc, tu as l'impression que tout le monde pourrait le lire et y trouver son compte. Voilà, ça s'est fait comme ça.
Du coup, vous avez parlé de comment vous étiez devenu scénariste, mais comment vous avez fait aussi pour vous améliorer? Est-ce que vous avez des références de livres ou des choses comme ça qui vous ont permis de vous améliorer dans la réalisation de scénarios? On a une grande chance dans la bande dessinée, c'est que 80% de la production, c'est de la merde. Et en fait, moi, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées et je continue d'en lire parce qu'en ce moment, je suis, comme Valérie, sélectionneur pour le festival d'Angoulême. Donc l'année dernière, j'en ai reçu 600. Et c'est vraiment un super exercice de se demander pourquoi cette BD... Je dis de la merde, c'est vraiment méchant en fait, mais c'était parce que je voulais vous faire marrer. Je suis jamais avare quand il s'agit de juste faire marrer les gens sur une blague nulle. Donc, mais c'est intéressant de lire une BD et de se demander pourquoi elle nous a déçus. Et moi, souvent, je réécris dans ma tête, je me dis « Ah, mais ce serait mieux si... » ou voilà, « Ah, c'est dommage, il a raté ça. » ou voilà. Et c'est vraiment formateur pour moi de lire des trucs qui me déçoivent. De pas aller au bout, de me demander pourquoi je m'arrête. Mais vraiment, pas de le poser en disant n'importe quoi, c'est encore du papier gâché, c'est encore des forêts qu'on détruit. C'est vraiment me dire bon bah ok, qu'est-ce qui marche pas là-dedans pour moi. Et du coup, la raison pour laquelle je laisse tomber beaucoup de projets, c'est parce que je me rends compte que je suis en train de faire la même chose. Donc il y a ce truc qui est très long dans l'écriture, c'est à chaque fois de se demander est-ce que je suis en train de tomber dans les mêmes écueils que tout un tas de bandes dessinées qui sortent actuellement, mais c'est valable, de toute façon c'est valable dans tous les arts narratifs. Combien il y a de chefs-d'œuvre du cinéma depuis le parlant? Il y en a combien? 5 par an? C'est pas énorme, faut pas être trop exigeant non plus, quoi. Mais c'est bien de viser ça. Donc on a plein d'exemples de trucs moyens ou bof ou vraiment très très mauvais. Et moi c'est ça j'ai commencé ma formation de scénariste dans une boîte de production et je recevais tous les scénarios que les gens envoyaient. Et j'en ai lu des scénarios. Et sur les 2 ans que j'ai passé dans la boîte de production, on en a produit 2 de ces trucs, de ces envois spontanés. Parce que les autres n'étaient pas bons, ils n'étaient pas bons pour plein de raisons, parce qu'ils n'étaient pas réalistes en termes économiques, parce qu'ils étaient écrits de manière amateur, et en fait on finit par sentir un truc, mais c'est sur l'abondance. Les manuels de scénario, c'est intéressant à lire, mais en fait c'est lire qui est le plus formateur à mon avis. C'est en lire plein, c'est voir... ce qui nous plaît, nous en plus, parce que moi j'ai des goûts qui me sont personnels, il y a beaucoup de bandes dessinées qui marchent très très bien, que j'ai pas très envie de lire, et c'est super d'ailleurs de faire partie d'un comité de sélection, parce qu'on se retrouve à confronter des avis et à relire d'un autre œil, mais arriver à trouver ce qui vraiment toi te plaît, et te dire bah, je vais essayer de le faire aussi bien, de donner ce plaisir-là à quelqu'un d'autre, moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne, quoi. C'est par la lecture. Oui, moi aussi, en fait, c'est la lecture des autres, effectivement, de voir ce qui marche pas, essayer de faire relire mes propres histoires aussi par des collègues à l'occasion, en leur demandant un avis sincère, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est pas toujours drôle de dire à un collègue, justement, bah écoute, là t'as vraiment merdé, il y a vraiment des trucs qui vont pas. Mais je crois que c'est le seul moyen, oui, de se confronter aux autres, d'y arriver. C'est vrai que les manuels de scénario, c'est souvent assez artificiel, parce que ceux que je connais partent de choses qui ont marché, de films comme Star Wars, et vous expliquent pourquoi ça a marché. Mais il y a des tas de films comme Star Wars qui n'ont pas marché en fait. Et dire bah, Star Wars ça a marché parce que c'est l'histoire voilà, du chevalier qui vient sauver la princesse, ça reprend tels archétypes, ça marche sur tel type de narration, etc. On dit oui d'accord c'est vrai, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est ça l'explication? Enfin, voilà, c'est un peu de la tautologie, quoi. On part de ce qui a marché, on vous explique pourquoi ça a marché, mais il y a des tas de fois où ça ne marche pas et où c'est mauvais, et finalement il y avait les mêmes ingrédients à la base. Donc tout ça c'est vraiment très difficile à dire, c'est vraiment subtil, c'est vraiment un jeu. Et je pense que c'est aussi un des gros problèmes du métier d'auteur, c'est qu'à la fin des fins, je ne sais pas si on saura jamais si on a fait quelque chose de bien ou pas. C'est vraiment déjà on manque de recul sur son propre travail. C'est un peu comme quand on faisait des dictées à l'école et qu'on nous faisait relire la dictée de quelqu'un d'autre. Alors là, on voyait toutes ces fautes d'orthographe, rien ne nous échappait, c'était bon. Et nos propres fautes, on ne les voyait pas en fait. Et c'est un peu pareil quand on écrit un scénario, on a du mal à voir, on voit facilement les erreurs des autres, on a beaucoup plus de mal à voir les siennes en fait.
Je sais que quand je finis un scénario, je suis au fond du trou, je trouve ça vraiment nul. C'est-à-dire que je pars avec l'idée que je vais faire une nouvelle cathédrale et à la fin, j'espère juste qu'en fermant la porte de la vieille cabane, elle va pas s'effondrer. C'est vraiment, mais c'est une épreuve de finir un scénario. Je trouve que il n'y a rien de pire pour moi, en tout cas, parce que je suis jamais satisfait du boulot que j'ai fait. Et j'ai vraiment besoin du regard des lecteurs, du fait que c'est publié. Voilà. Donc il ne faut pas se désespérer si vous avez fait quelque chose de très mauvais. Peut-être que ça n'allait pas tant que ça. Mais c'est bien d'écouter si on vous dit que c'est mauvais. Surtout si beaucoup de gens vous disent que c'est mauvais. Il y a quand même, mais il y a des contre-exemples connus dans la littérature, dans plein de cas, de trucs qui ont fait l'unanimité contre eux. J'en sais rien, il y a la cantatrice chauve de Ionesco qui a été déclarée la pièce la plus nulle du monde, avec des gens qui se donnaient rendez-vous là le soir pour venir jeter des légumes, tellement c'était pourri. Ça a duré pendant des années avant que tout à coup les gens disent ah oui, c'est pas con ce truc. Donc en fait on peut aussi avoir raison contre tout le monde, c'est pas souvent. C'est vraiment pas souvent. La plupart du temps oui, faut écouter. Moi je trouve que c'est plutôt sain à la fin d'un exercice d'écriture de trouver que ce qu'on a fait c'est pourri. L'inverse est inquiétant, hein. Si à chaque fois que vous avez fini vous dites oh, là mon con là voilà. Bon, voilà. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, inquiétez-vous. Franchement, c'est normal de trouver que de voir la colle, les fils, tout ce qui... voilà, c'est normal. Et c'est les autres qui viennent apporter normalement un petit peu de bonheur. Les proches, c'est un peu... C'est de la dope, mais après, il y a les collègues, il y a les éditeurs, etc. C'est eux qui, normalement, viennent commencer à vous donner un autre regard sur le taf. Et à la fin, quand même, c'est les lecteurs. Hein, c'est quand même le plus important. C'est pour eux qu'on écrit, quoi. Il y a un problème actuel, justement, c'est que les directeurs de collection ont souvent de plus en plus de livres, s'occupent de plus en plus de livres, et ont de moins en moins de temps à consacrer à chacun d'eux. Alors quand on est un auteur très expérimenté, très inclus avec un réseau de relations, on peut arriver à se débrouiller avec ses collègues pour avoir des retours et progresser. Quand on est un jeune auteur dans son coin et qu'on a comme seul regard celui de sa maman qui est toujours bienveillant et celui de son éditeur qui n'a pas le temps de s'occuper de soi, on se retrouve tout seul face à tous ces problèmes. Et ça arrive malheureusement de plus en plus souvent. Moi je sais que je travaille avec une éditrice qui est vraiment charmante, et très intelligente, très cultivée, très intéressante, mais elle doit s'occuper de 50 ou 60 projets en plus du mien. Donc je l'ai au téléphone quand j'ai de la chance une fois tous les 3 mois. Ça c'est vraiment un gros problème, hein. C'est cette solitude de plus en plus de l'auteur face à ces projets. On manque de regard bienveillant mais critique, je dirais, tout simplement sur ce qu'on fait, quoi. Oui, c'est toujours bien en tout cas d'avoir au moins 2 amis scénaristes ou enfin en tout cas professionnels pour avoir un recul sur notre travail. Et pour revenir à ta question sur la formation, c'est vrai que les manuels c'est pas terrible, mais par contre si tu peux avoir un atelier d'écriture, enfin quelque chose de physique avec des vraies personnes qui vont échanger avec toi, ça c'est super enrichissant. Surtout au début, même pour juste avoir... Moi, j'ai fait pas mal de formations, de masterclass, de choses comme ça. Là, j'en refais une après 10 ans, aussi pour des raisons financières, mais en plus pour me perfectionner sur un thème précis, etc. Et surtout, pour... en fait... choper d'autres idées, d'autres regards. C'est toujours très intéressant de revenir sur qu'est-ce que c'est qu'écrire un scénario. Est-ce que j'ai pas oublié un petit truc en passant parce que je me suis endormie sur mes lauriers. C'est toujours bien de se reformer un petit peu. J'ai lu aussi récemment, là il y a une nouvelle masterclass de Neil Gaiman, qu'on peut voir sur internet et puis acheter. Elle est vraiment super intéressante parce que justement elle n'est pas du tout académique. Elle est, je sais pas, il a réussi à faire quelque chose de beaucoup plus ludique avec des exercices et tout ça, et sur juste qu'est-ce que c'est que d'écrire, qu'est-ce que c'est qu'écrire une histoire, comment intéresser quelqu'un. Et justement ça parlait beaucoup de ce que tu as dit sur en fait il faut déjà être porté par sa propre histoire. Écrire juste pour faire une BD supplémentaire, franchement, si on peut moi je préfère avoir un boulot à côté, tout le temps, toute ma vie,
plutôt qu'écrire 4 BD parce que ça va me faire gagner ma vie. Vraiment, je suis incapable de faire ça. Et je trouve que c'est triste, en fait, de le faire. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai vraiment besoin de savoir pourquoi j'écris cette histoire. Et en fait, quand tu sais que juste tu as envie de raconter quelque chose qui te touche, qui est important pour toi, ben, la moitié du travail est fait. Après, l'autre, c'est vraiment la galère et c'est très difficile quand même. Mais voilà, c'est ça. Mais voilà, je pense qu'il faut commencer par là, je crois. Un bon exercice à faire qu'on peut faire tout seul, par exemple, ou avec des proches, c'est pas pitcher son scénario, mais dire de quoi parle son scénario sans raconter ce qui se passe à l'intérieur. C'est déjà un exercice qu'on doit être capable de faire si on a écrit une histoire qui a un intérêt. Parce que sans commencer par bah alors c'est un type, il est sur un bateau, non mais ça on s'en fout, de quoi ça parle ton histoire, quelles sont les valeurs que ça porte, quels sont les sentiments qui sont en jeu, quelles sont les forces qui s'opposent là-dedans, en quoi elles sont intéressantes aujourd'hui pour un lecteur de 2021, ou est-ce parce que Valérie, par exemple, pourrait en parler. Elle fait de l'histoire. Bon, j'en fais pas mal aussi, mais notamment quand tu fais de l'Antiquité, etc. Quel est l'intérêt de raconter ce qui s'est passé en moins 3000, etc. à quelqu'un d'aujourd'hui? Il faut se poser la question. Parce qu'il s'est passé plein de trucs il y a 3000 ans. Mais quand tu choisis un fait, ce fait-là, pourquoi je veux le raconter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va raconter à quelqu'un de 2021? Déjà, quand tu as répondu à cette question-là, c'est déjà pas mal. Déjà, ça justifie que, alors qu'il y a 5000 bouquins qui sortent par an, on en rajoute un et que c'est le tien. Et que dire, je ne viens pas juste rajouter un bouquin sur l'étagère, je viens rajouter un bouquin sur l'étagère parce qu'il me paraît que ce livre-là, cette année, c'est intéressant de le lire, même s'il raconte un truc qui s'est passé il y a 3000 ans. Oui. 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 Tu veux continuer à répondre à une question? Non, il était brillant, donc c'est bon. Bonjour. Oula, ça fait bizarre de parler dans un micro. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, mais genre, vraiment, merci. Parce que, je suis venu ici juste en me disant, je vais écouter des gens parler de scénario, ça va être cool. Non, là, en fait, j'ai appris énormément de choses en 2 heures. Et je vous remercie parce que là, c'est à la fois effrayant, impressionnant et vraiment très stimulant de vous écouter parler. Donc voilà, je tenais juste à vous transmettre ça, quoi. Et du coup, j'avais juste une petite question. Là, si vous reveniez à un stade de étudiant en tout cas sorti d'école, sorti d'études, qu'est-ce que vous commenceriez par faire pour pouvoir rentrer dans ce monde du scénario? Quelle est la première démarche qui, pour vous, là, actuellement, en 2020, vous paraîtrait la plus sensée pour pouvoir rentrer dans ce milieu-là? Bah oui, coucher. Alors, coucher, alors ça, avoir de la comprendre, chance. Ouais. Non, en fait, je pense que c'est pas mal d'essayer au maximum. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée d'aller essayer de fréquenter les grands anciens ou les gens qui ont du succès ou les gens que vous admirez parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Et puis, mais c'est bien de démarrer avec d'autres gens qui démarrent. Ouais. De faire un club, en fait. Parce que finalement, le premier qui réussit, il tient la porte pour les autres. Et même parfois, on va se dire, tiens, finalement, on va faire un journal ensemble, un truc, un fanzine, un machin sur Internet, et on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça fait une espèce d'émulation de groupe. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu quand j'ai fait de l'audiovisuel. Quand j'ai commencé dans l'audiovisuel, ça s'est passé comme ça. Et je pense que quand on débute, c'est bien d'être en contact avec des gens qui ont envie de faire la même chose que nous, parce que c'est super stimulant, parce que ça ouvre plein de portes, ça donne plein d'idées, ça fait des projets concrets, même des projets d'histoire courte, même des trucs qu'on va agrafer et distribuer gratuitement, mais il y a quelque chose qui se passe. Je pense que le pire ennemi, c'est la solitude. Je suis assez d'accord. C'est vrai que quand on est en groupe, on se stimule les uns les autres, on se soutient quand ça va pas aussi.
Et on forme finalement un réseau, et c'est un peu ce dont on a le plus besoin, je pense, pour commencer, quoi. On a besoin de trouver des dessinateurs, d'autres scénaristes, de confronter des idées, de confronter des expériences. Et plus on est, plus les expériences arrivent vite, en fait. Plus on gagne du temps et plus on se forme les uns les autres. C'est un peu comme les dessinateurs qui travaillent en atelier. C'est évidemment parce que c'est pas drôle d'être tout seul toute la journée chez soi, mais c'est aussi pouvoir montrer aux autres son travail, avoir leurs avis. Effectivement, quand quelqu'un a un bon plan, faire profiter les autres. C'est toute une sociabilité comme ça qui se met en mouvement et qui aide beaucoup, surtout quand on débute, oui. Ouais, pour compléter ça, par rapport à ce qu'on produit aussi, je dirais que il faut pas avoir peur très rapidement de montrer son travail très tôt à beaucoup de gens différents. En tant que jeune auteur, il est fréquent et logique de penser que tu tiens là une idée qu'on risque de te piquer. Et que donc, tant que c'est pas super abouti, etc., je montre pas, etc., parce que j'ai peur que... En réalité, c'est pas un milieu dans lequel on pique des idées. Les éditeurs et les auteurs, etc., croulent sous les propositions, sous les projets. Ils ont autre chose à foutre que de te piquer ton idée qui était pas super bien ficelée, pas super bien finie, mais de se dire, moi, si je la ficelle autrement, ça sera mieux, mais c'est quand même du taf. Ils préfèrent en général un truc qui est bien tout de suite et le prendre. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de se faire piquer ses idées. Ça ne se produit pas dans ce milieu-là. Au contraire, il faut très rapidement accepter de faire lire, d'être lu par d'autres gens très différents, de reprendre des avis différents pour progresser, quoi. Voilà, pas rester dans sa bulle, pas rester dans son coin. Les idées qui valent vraiment le coup, il y en a très peu, tout a déjà été écrit, donc c'est plus dans la façon dont on les traite, titre personnel, que ça vaut le coup. Donc effectivement, il ne faut absolument pas avoir peur d'en parler. Il faut pas avoir peur non plus de refaire lire si tu as eu un refus. Je te dis ça, je fais exactement ça moi. À chaque fois que j'envoie un projet et que quelqu'un n'a pas aimé, un éditeur n'a pas aimé, je considère qu'il est mauvais et je ne l'envoie plus à personne. Et du coup, je passe 6 mois à le réécrire. Voilà. Bon, c'est pas forcément, voilà. C'est pas forcément mauvais pour le projet, mais voilà. Je pense que c'est bien de l'envoyer à plusieurs personnes en même temps pour avoir une chance d'avoir plusieurs avis, sans avoir eu ce premier refus qui te bloque ton projet. La BD que je fais qui marche le mieux, elle a été refusée par 6 éditeurs. Mais, alors qu'il y en a où j'ai pas insisté parce que je me suis dit, ouais, moi-même, j'étais pas sûr de moi. Celle-là, je me suis dit, non, mais en fait, je suis pas chez le bon éditeur. Et j'ai fini par être chez le bon éditeur, mais pas avec le bon éditeur chez l'éditeur. Donc, il se trouve que la série, c'est Frunk. C'est comme Franck sans le A, c'est un truc pour la jeunesse. Et j'ai fini par me dire, bon ok, le spécialiste des séries vraiment tout public, c'est Dupuis. Donc je l'ai envoyé à un éditeur chez Dupuis qui l'a pas aimé. Je l'ai envoyé à un deuxième éditeur qui l'a pas aimé. Je l'ai envoyé à un troisième éditeur qui a fini par le publier. Donc des fois, quand vous êtes vraiment sûr de vous, peut-être que... Et puis on sent aussi quand les gens l'ont vraiment lu ou pas. Des fois, juste, ils se disent, ah, ça c'est pas pour moi, et puis ils donnent pas vraiment de raison de pas l'avoir aimé. Donc ça, moi je suis assez pour aussi insister quand on est vraiment sûr de soi. Après, si on a vraiment des retours argumentés pour dire c'est pas bon, il faut vraiment les écouter parce que nous tous, on a fait des trucs qui ont marché et on a fait vraiment des trucs pas bons. Et on a... Ouais. Et que d'ailleurs vous avez peut-être jamais lu parce qu'ils n'ont pas été publiés, quoi. Mais non, c'est ça, voilà. D'ailleurs, quand un éditeur vous dit non, il ne faut pas hésiter à lui renvoyer encore d'autres projets. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit non une fois qu'on vous dira non à chaque fois. Même si ça a été un non ferme et définitif, c'était pour ce projet-là, ce n'est pas pour ce que vous ferez ensuite. C'est votre projet qui est visé, ce n'est pas votre personne, quoi. Ce n'est pas vous qu'on n'aime pas et dont on ne voudra jamais, quoi. Faut vraiment persévérer en fait, dans le métier, c'est vraiment le premier conseil, quoi. Je pense que c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va terminer. Merci beaucoup en tout cas, je crois qu'on a vachement appris aujourd'hui. Et vous êtes des super bons clients en plus, donc voilà. Merci encore.
Et voilà, on va terminer ici la masterclass scénariste. Demain, nous avons une journée consacrée aux coloristes. Le matin sera donc consacré à un échange entre coloristes sur le métier. Et l'après-midi, ça sera masterclass technique, avec des mots sur Photoshop et aussi sur Clip Studio Paint, avec 50 licences Clip Studio Paint qu'on vous offrira à la fin de la masterclass. Voilà, merci beaucoup. Là, on va enchaîner avec une AG dans le Magic Mirror. Merci, au revoir.